Salut, bonsoir, hein? J'espère que ça va bien. Fait que coucou à toi, Brawler, et oui, 10 en ligne, hein? On rit plus, hein? Écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Eh oui, je n'étais pas là hier parce que j'avais le conseil d'établissement, c'est des choses qui arrivent, mais hey, vous êtes présents, vous êtes là. Salut Cristalline, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, fait que j'espère que vous êtes prêts à jaser de livres. J'en ai 5 ce mois-ci, au total. Puis c'est drôle parce que j'ai fait une espèce de chronologie, si on peut le dire ainsi, puis c'est le fun, on peut aborder tous les enjeux qui touchent le... On va pouvoir aborder tous les enjeux qui touchent le féminisme, parce que oui, tous les livres que j'ai review étaient dans un objectif d'avoir un mois de podcast tous mes lundis du mois. Bon, je sais qu'on est mardi, mais vous comprenez l'idée, c'est tout le temps les lundis d'habitude. Est vraiment entièrement consacré à l'enjeu du féminisme sous différentes formes. Fait que on va parler de représentation de la femme aussi, du féminisme en général, pas mal dans tous les débuts de semaine jusqu'à la fin du mois avec différents invités. Que j'ai travaillé depuis un petit bout de temps, puis j'ai décidé de lire en avril des livres féministes pour commencer le mois là-dessus. Puis j'aurais aimé ça avoir plus de temps parce que j'en ai deux autres que j'ai lus. Puis je vais vous expliquer pourquoi plus à la fin, mais j'en ai lu deux autres pour le mois prochain. J'aurais aimé ça avoir le temps de les avoir ajoutés à ça. Mais c'est comme rentrer dans un autre concept. Fait que journée acceptable pour Brawler, ok, j'ai eu une journée correcte, j'ai fait mon stream du midi comme d'habitude et j'ai avancé dans la lecture d'un livre, dessiné une chronique pour la revue Solaris, nice. Est-ce qu'on a le droit de savoir le titre du livre? Puis j'espère que journée acceptable veut dire que ça a quand même bien été, qu'aucune mauvaise nouvelle ne t'est tombée dessus. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Ah, dommage. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça d'en entendre parler un petit peu, mais si tu peux pas, c'est bien correct, y a pas de trouble avec ça. Surtout qu'on est enregistré puis que le chat est visible, fait que tu sais... Je vais ouvrir mes notes de lecture, là, parce que moi, le premier, j'ai tout que du matériel pour vous autres, là. Vous êtes pas prêts pour ça. Ah, ça va être... Ça va être wow. On va dire ça de même, ça va être wow. Alors... Le premier livre que j'ai lu, ça s'appelle... Attention, ça s'appelle L'Atlantide, ok? Ça a l'air beau comme ça. Vous le voyez. L'auteur est un homme. Si vous connaissez un petit peu votre histoire de la littérature, vous le savez que c'est un classique de la littérature française, vraiment connu, qui a été beaucoup étudié. Je veux dire, en fait, il a tellement été étudié que la personne qui me l'a laissé, en fait, qui est techniquement, qui est techniquement mon ancienne belle-mère, l'ancienne épouse à mon père, ben, quand elle me l'a laissé, il y avait des notes à l'intérieur, d'études. Fait que, tu sais, c'est quand même un livre qui est assez connu. L'auteur est assez connu aussi. Sauf que là, faut qu'on s'en parle, ok? Bon. Je vais tout de suite tuer l'éléphant qu'il y a dans la pièce. Ce livre-là, L'Atlantide, il est profondément misogyne. Donc vous me dites, ben là, tu parles d'un livre féministe. Non, mais c'est parce qu'il faut commencer quelque part pour réaliser où est-ce qu'on en est arrivé. C'est pour ça que je voulais partir avec celui-là. Parce que quand j'ai su ce qui était disponible avec ça, je me suis fait vendre le livre comme étant un hommage à la beauté de la femme. Bon. Un livre sorti au début des années 1900, au début du 20e siècle. Je me dis, crime... Peut-être un livre en avance sur son temps. Peut-être quelque chose en avance sur son temps. Et là, je commence à faire ce que je fais d'habitude. Je fais mes recherches préalables sur l'auteur. Je me promène, je lis. Et voici ce que je trouve. Vous êtes même pas prêts. Attention. Donc, Atlantide, c'est évidemment inspiré des légendes de cet univers, bien entendu, mais plutôt que de se dérouler sur l'océan, l'histoire se passe en Afrique, dans le Sahara, dans un royaume mystérieux et inconnu où une femme descendante de Neptune, donc le dieu romain équivalent à Poséidon dans la mythologie grecque, dirige cet endroit. On garde donc l'aspect mythologique gréco-romaine, exactement comme dans les mythes de l'Atlantide, qui était en fait une nation disparue, d'hommage à Poséidon, etc. et tout. Puis tu sais, le mythe de l'Atlantide, c'est qu'il était... Tu sais, le mythe de l'Atlantide qui vient de Platon, c'était vraiment en fait d'essayer de comprendre, ok, mais c'est parce que eux autres en fait, ils étaient trop avancés, pas assez dans le sens des mœurs, puis finalement c'est ça qui les a fait disparaître. Bref, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc l'Atlantide est un mythe grec qu'on retrouve dans Dialogue de Platon qui nous parle d'une île dédiée à Poséidon qui était d'abord pacifique mais est devenue de plus en plus conquérante, notamment sur la mer. Freinée dans ses ambitions par Athènes, l'île aurait ensuite été coulée suite à une intervention de Zeus. À noter que la science pense qu'il s'agit surtout d'un récit et d'une fable, et que c'était même la position officielle d'Aristote qui a été l'élève de Platon. Donc difficile de contredire le bonhomme qui a techniquement connu son maître de son vivant, mais Platon disait lui-même que c'était une histoire vraie. Mais il faut comprendre que c'est l'équivalent du film qui dit que c'est une histoire inspirée de faits réels, qui a surtout servi à opposer deux sociétés différentes, c'est-à-dire l'Atlantide et Athènes.
et que c'est le meilleur modèle de cité qui a gagné. Atlantide est riche, corrompue par la richesse, comme la démocratie athénienne. Conquérante, ouverte sur la mer, technicienne. Mais Athènes est conservatrice, terrienne, rurale, autarcique, donc peut vivre de ses propres ressources, c'est ça que ça veut dire autarcique. C'était sans doute donc un message d'intention envers la corruption athénienne qui voulait dire de ne pas se comporter comme l'Atlantide, le tout inspiré lui-même de récits mythologiques de guerre entre Poséidon et Athéna qui étaient des histoires fréquentes. Donc on se rappelle que dans les mythes grecs, la conquête, c'était soit Poséidon, soit Athéna qui allait diriger justement Athènes. Puis finalement, c'est le cadeau d'Athènes qui a été accepté, puis c'est pour ça que la ville porte son nom. On est un peu là-dedans encore une fois. Salut Dionys, j'espère que tu vas bien. Donc sinon, l'autre... Ok, fait que ça c'est bon. Sinon, en termes de source d'inspiration, l'auteur est connu pour avoir créé un modèle de femme et d'héroïne qui charment les hommes et les manipulent comme dans l'Atlantide justement, et qu'il qualifiait d'Amazone ou de Bacchante, donc prêtresse de Bacchus, qu'on qualifie de femme de débauché, Bacchus étant l'équivalent de Dionysos. Si vous connaissez Dionysos, c'est le dieu des maladies mentales, mais également de la folie, mais aussi, surtout, le dieu du vin. C'est pour ça qu'on le connaît surtout. Oui, ça va bien, toi? Donc voilà, d'ailleurs, leur nom commence tous par la lettre A, quand il choisit un personnage féminin dans tous ses livres. Comme Aurore, Antinéa, dans le cas de l'Atlantide, le personnage féminin dont il est question s'appelle Antinéa. Donc, Allégria dans Don Carlos, Agar dans Le Puits de Jacob, Anne dans Mademoiselle de la Ferté. Bref, l'auteur explique que c'était un hasard pour ses 4 premiers romans et que lorsqu'il s'en est aperçu, a juste décidé de continuer ainsi. Comment est-ce qu'il s'est inspiré de l'Atlantide? Son père était un militaire, puis il amenait Pierre en voyage en Algérie. Parce que Pierre Benoît, c'est un Français. Il faut se rappeler que l'Algérie était une colonie française. Donc voilà. Fait qu'il l'amenait en voyage en tant que... Tu sais, c'est ça, en Tunisie, en Afrique du Nord, en Algérie, en général. Il traînait avec lui. Fait que beaucoup voyagé, s'est inspiré de ça pour créer son univers mêlé au mythe de l'Atlantide. De plus, la région était encore sous contrôle de la France à l'époque et les éditions illustrées démontrent à quel point les paysages décrits étaient fidèles par rapport au vrai Hogar, donc le désert où se déroule l'histoire. Fait que dans le fond, toute la description de l'environnement est inspirée de faits vécus par l'auteur, au sens qu'il a voyagé pour de vrai. Puis il nous les a bien décrits. Donc on y va avec des qualités déjà en partant. Il s'agit aussi d'une utopie qui se veut une critique du monde réel, bien que l'Atlantide ne soit pas Paris, on peut faire certains rapprochements. Par exemple, la contestation de la légitimité du souverain installé qui ne serait en fait pas une descendante de Poséidon-Neptune. On y critique aussi le paganisme qui semble prépondérant en Atlantide. Bon. Ça, c'est pour les sources d'inspiration. Maintenant, il faut qu'on parle du contexte social. Le livre est sorti en 1919, ok? Gros succès français. Et c'était en fait un bon timing parce qu'on est 1 an après la fin de la Première Guerre mondiale, puis la majorité des histoires qu'on se raconte touchent la guerre. Fait qu'à la place, on se tourne vers de quoi de plus romancé, romantique. Fait que c'était le bon timing pour sortir cette histoire-là. Ce qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup pogné. Et il est sorti sous forme de feuilleton dans la Revue de Paris, puis sous forme de roman ensuite l'année d'après en 1919. Bon, c'est le deuxième roman de l'auteur. Et ce qui l'a beaucoup aidé, c'est qu'il y avait un poète qui l'avait recommandé, Robert de Lavessière, qui est un poète de merde. On va se le dire, c'est un poète de merde. Je veux dire, il a jamais rien publié. Genre, je vous dis ça, probablement que vous le connaissez pas, puis qu'il a jamais eu de succès. Dans la légende originelle, l'Atlantide était-elle composée d'humains ou une autre espèce fantastique? Des êtres humains, des Grecs, en fait. Donc, voilà. Et lui, dans le fond, il a lu le livre, il a fait « Hey, wow, c'est cool », parce qu'il travaillait pour la maison d'édition Albin Michel, puis il a fait « Hey, c'est bon », puis il est devenu ami avec Pierre Benoît, puis Robert est devenu éventuellement un personnage dans un autre livre, c'est ça. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, le livre est dédié à un autre personnage qui s'appelle André Suarez. Donc, André Suarez, qui était un auteur qui, lui, a eu du succès, qui a soutenu la publication du premier roman de Pierre Benoît. Puis, là, c'est là que c'est important. André Suarez, quand il y a eu l'occupation allemande, tous ses livres ont été mis à l'index, à la liste auto, qu'on l'appelait. La liste auto, c'était l'index des livres qui étaient interdits sous le régime de Vichy. Bon. Donc là, je vous dis ça, c'est important. Donc, il était apprécié et tout ça, considéré mystérieux, puis il s'attaquait beaucoup aux dictatures. Je veux dire, lui, c'était quelqu'un qui était profondément pro-social-démocratie, très anti-dictature. C'est pour ça que ses livres ont été mis à l'index, à André Suarez, ok? Fait que là, on en revient à Pierre Benoît, ok? C'est très ironique considérant ses propres convictions politiques parce que Pierre Benoît, eh bien, c'était un collabo. C'est pas une blague. Tu sais, je veux dire, quand on traite, mettons, les Maple MAGA sur les réseaux sociaux puis les pro-Trump de collabo, là, ben, c'est une référence, en fait, à un terme qu'on utilisait pour décrire les personnes françaises ou peu importe, tu sais, les personnes qui étaient conquises par les Allemands puis qui étaient du bord du régime. On les appelait des collabos. Ben, Pierre Benoît, c'était un collabo. Fait André Suarez, qui a soutenu qui est un profond anti-dictature, a soutenu la publication des livres de Pierre Benoît
Puis lui, il a dû avoir une méchante surprise quand lui, ses livres se sont fait mettre à l'index, mais que l'autre dont il avait encouragé la publication s'est retrouvé à être un collabo. Puis c'est pas tout. Donc déjà, c'était un collabo. Pendant l'occupation allemande, qui va arriver plus tard, bon. Puis, après, Pierre Benoît était à l'Académie française, ok? Parce que ses livres avaient connu du succès, etc. Puis lui, il s'était associé avec les collabos, etc. Et il a démissionné de l'Académie française parce que quand Charles de Gaulle est revenu en France, puis qu'il a pris la présidence, puis qu'il a géré l'État de France jusqu'à ce que tout se reconstruise normalement ou quoi que ce soit, ben, Charles de Gaulle a mis son veto pour empêcher un certain Paul Morand d'entrer à l'Académie française, et c'est là que Pierre Benoît a décidé de démissionner. Et là, vous allez vous dire, ben là, ça fait quoi? Parce que ça fait, c'est que Paul Morand, c'était qui? Parce que j'ai fait des recherches sur lui aussi. Paul Morand a été envoyé à l'ambassade française en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il s'est sauvé de là pour aller prêter allégeance au régime de Vichy en France. Puis, par après, il a continué de faire un crime en France qu'on appelle le négationnisme. Le négationnisme, ça consiste à renier l'existence de l'Holocauste. Fait que, je suis désolé, mais Pierre Benoît était un fucking collabo, déjà en partant. Ça part très mal pour son auteur. Je me dis, bon, on vient d'apprendre ça, parfait, génial. Puis, c'est ça. Puis, il était proche aussi de la droite politique réactionnaire. Puis, il était proche d'un parti politique d'extrême droite française qui s'appelait l'Action française aussi. Et là, tu te dis, ok, hey boy, hein, l'auteur, pas fort. Mais tu te dis peut-être que, par contre, c'était vrai. Parce que moi, sur Wikipédia, on me dit, il rend hommage à la beauté des femmes. Fait que peut-être que c'était un trou de cul politique, mais qu'il aimait sincèrement les femmes. Puis, que c'était peut-être un féministe avant son temps. C'est un peu bizarre, mais qui sait, peut-être. Et là, je commence à lire le livre. Hey, mais écoute, la déception, toi, chose, ok? Je vous lis mon ressenti, puis je vous lis pas de quatrième de couverture parce que techniquement, il y en a pas. Genre, c'est une phrase. Je n'avais qu'une hâte, être en face de cette femme, lui dire, pour le reste, j'avais fait le sacrifice de ma vie. Ça veut rien dire, c'est juste ça. Donc, ressenti, je vous nomme les étapes de mon cheminement. Juste ce que j'ai en livre pour me préparer à la lecture semble me démontrer que le livre accuse son temps et risque fort d'être raciste, sexiste et colonialiste. À voir à la lecture parce que je comprends aussi que l'auteur aimait le sexe féminin et voulait rendre hommage à sa force et à sa domination, mais ça ne veut pas dire que parce que tu aimes les femmes que tu n'es pas sexiste. Et en plus, il est présenté comme grand séducteur au début de son roman. Bref, parce que oui, il y a une préface dans laquelle on le présente comme un grand séducteur de femmes. Elle commence mal. Page 26, une femme qui dit dans une lettre « Je ne suis pas féministe ». Bon, le ton est donné. Elle ajoute après qu'elle ne pourrait pas se permettre le quart des choses privées que les hommes font. Fait que bref, dans le fond, elle se définit comme n'étant pas féministe, parce qu'elle ne peut pas se permettre ce que les hommes font dans le privé, donc, grosso modo, on veut dire ici l'adultère. Il n'y a comme aucun lien là-dedans. Donc, bref, le ton est donné, puis tu vois que ça accuse son époque. Ensuite, page 50. Donc, on a un personnage qui s'appelle André. Donc, André se fâche en reprochant à Ferrière d'avoir laissé une photo de Mademoiselle C par accident dans un document administratif, en prétextant qu'il ne faut pas donner de raison à Gouru de sexité, Gouru étant un autre personnage. Le tout en ajoutant un commentaire sur la maigreur de Mademoiselle C. Définitivement, ce livre accuse son époque. Fait que, grosso modo, Ferrière a une photo de sa femme sur lui, sauf qu'il la garde sur lui pour la regarder parce qu'il s'ennuie d'elle, puis elle lui manque. Puis, par erreur, il la glisse dans un document administratif qu'il remet au travail. Puis là, il perd la photo temporairement pour ça. Puis, finalement, il se fait ramener la photo, puis on lui reproche de l'avoir mis là parce que ça excite les hommes. Yikes, hein? Voilà. Ouais, t'as bien compris. Ouais, on a bien compris, hein? On est là-dedans. On est là. Bon. Ensuite, André Saint-Avat et Morange, en fait, ont été des personnes qui ont fait une mission ensemble. Puis notre histoire se déroule, en fait, où est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait raconter l'histoire par André Saint-Avat lui-même, donc notre personnage fâché, qui nous le dit dans des lettres. Il dit « Hey, une fois, j'ai été en mission avec André Saint-Avat, et il s'est passé telle affaire, je vous raconte comment ça s'est vécu. » Et ensuite, on fait comme une espèce de plongeon de narration dans le présent pour André Saint-Avat. Il y a comme des problèmes de narration, je vais en parler un peu plus. Ça me rappelle le truc de pas de bretelles pour pas exciter les ados. Oui, notamment pour pas exciter les ados. Ben, c'est comme l'histoire de la baie vitrée devant une école juive. Genre, ouais, mais on veut pas voir des femmes, ça peut exciter les petits garçons. C'est une vraie histoire, vous pourrez checker dans les médias, ça s'est passé au Québec, ça.
C'est ça. Avec la petite partie où Morange et Saint-Avat décortiquent une inscription en langue étrangère est plutôt cool, elle donne Antinéa comme mot et reflète bien les deux dynamiques possibles, le blasé et le passionné, pour des voyageurs. Et justement, tout l'émerveillement qui semble être une reconstitution des émotions ressenties par l'auteur lors de ses voyages. C'est plutôt exotique et intéressant. Ça, c'est un point qui était cool. Salut, quel livre me conseilles-tu, Geek Seigneur, à lire beaucoup? Ça dépend qu'est-ce que tu cherches comme genre. Je te dirais. Ça dépend. Tu cherches quoi? De l'action, du thriller, de l'horreur, du fantasy, de la dark fantasy, heroic fantasy, des drames, de la littérature classique, de quoi de simple à lire. Limite, je pourrais te conseiller plein de choses, mais ça dépend ce que tu recherches. Puis si t'es game de lire des grosses briques ou pas, aussi. Donc, bref, fait intéressant. En fait, tu sais, là, quand on va en voyage avec des gens, il y a tout le temps celui qui trippe sur absolument tout ce qu'il y a autour, puis l'autre qui est comme... Ouais. Tiens, un peu comme moi. Moi, par exemple, tu m'amènes au musée, je suis comme un enfant dans un magasin de confiserie. Là. Moi, je lis tout, j'observe tout, j'apprends, puis je suis comme, let's go. Puis, il y a du monde qui s'émerveille devant un paysage, puis moi, je suis comme, c'est des arbres, c'est des montagnes. Il y en a chez nous. Tu sais, je suis fait de même, genre. Je suis plate de même. Je suis vraiment plate comme ça. Salut Sam, je pensais prendre les 3 livres faits... Même de ménage pour la fête des mamans, une bonne idée. Je n'ai pas lu les livres de la femme de ménage. J'ai le premier à la maison, puis il est dans mes lectures de l'été à faire, mais je les ai pas lus. Je te dirais par exemple que y a du monde qui en ont fait des reviews sur Goodreads. Fait que je te dirais, va voir sur Goodreads, puis regarde. J'ai lu les Harry Potter facilement et certains livres d'auteurs de fantasy. Ok. Alors, je te dirais qu'en termes de fantasy, Game of Thrones, numéro 1. Genre, totalement. Puis toute l'histoire de Westeros, de Game of Thrones, à fond les ballons là-dedans. Puis tu me demandais, Dionys, c'est quoi la différence entre l'heroic fantasy puis de la dark fantasy? De l'heroic fantasy, c'est un peu plus les clichés. Genre le héros qui est super fort puis qui triomphe de tout. La dark fantasy, c'est un peu genre, t'es dans un monde de fantasy, mais clairement, c'est pas parce que t'es un personnage principal que tu vas t'en sauver. Puis il peut y avoir des éléments d'horreur, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la mutilation, des choses glauques, sanglantes, il peut y avoir des agressions sexuelles, c'est ça de la dark fantasy. Tandis que l'heroic fantasy, c'est très très léger. Souvent, c'est plus de la fantasy de jeunesse. Le problème avec Game of Thrones, c'est que la saga est pas terminée. Mais là, je cherche quelques autres. Il y a des livres de cet univers qui sont complets. Oui, ben, Fire and Blood. Wow. Les 3 livres, les 3 nouvelles de Duncan Egg, très bon aussi. Un thriller policier. Thriller dystopie, je te suggérerais la saga de la Cité de Sang. Donc, la Cité de Sang comme du sang, là. De Kathleen Thibault, c'est une autrice québécoise. Ça peut être très 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 intéressant à lire. C'est une dystopie qui se passe à Montréal, donc ça peut être très 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 intéressant. Moi j'ai acheté le premier, puis je vais lire les 3 autres assurément pendant l'été. Parce que je voudrais inviter l'autrice sur ma chaîne justement pour qu'elle puisse nous en parler. Puis elle travaille pour les éditions de Mortagne, fait qu'elle écrit aussi un livre de la collection des destinations extrêmes. Fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je veux dire, il y a des courses-poursuites, de la survie, de la découverte, des choses à apprendre. Moi j'ai trouvé ça très bon. Le premier livre j'ai trouvé très bon. Sinon, des romans policiers, j'en lis pas beaucoup, je dirais. C'est pas tant ma vibe. Un thriller policier, j'avais lu Le Mouroir des Anges de Geneviève Blouin. Ça parle d'avortement, ok, intéressant. Que je vais écrire là, la Cité de Sang. Kathleen Thibault, parfait. Que ça ressemble à ça. Donc, voilà. Fait que bref. Fait que là, après ça, petit changement. Peut-être que ce livre ne sera pas aussi sexiste que je l'imaginais au vu de la manière dont Mess explique. Mej, il s'appelle Mej. Explique le caractère d'Antinéa. Mej est une espèce de guide qui apparaît dans le courant de l'histoire. Pas trop important, mais il est là comme guide touristique, si on peut le dire ainsi, là. Puis finalement, finalement, car Antinéa est présentée comme une sorcière qui charme les hommes et qui a du pouvoir sur eux, leur fait faire ce qu'elle veut et elle pète même une crise et tombe en amour avec le seul qu'elle ne peut pas contrôler. Putain, on dirait la morale du Grincheux dans Blanche-Neige quand il dit que toutes les femmes c'est du poison. C'est pas des blagues. Grincheux dit vraiment dans Blanche-Neige, toutes les femmes c'est du poison. Texto, là, je vous le jure, dans la VF, il dit. Donc, voilà. Vraiment, là, genre, j'ai l'impression de... Je vois vers où le livre se dirige, puis j'avais l'image de Grincheux en tête. Pas des blagues. Même si Grincheux, c'est le meilleur personnage de Blanche-Neige, selon moi, ça reste qu'il accuse beaucoup de son temps. On va se le dire. J'ai les livres d'une amie à ma maman à lire. Elle écrit ses livres basés sur des rêves et elle fait fureur. Nice. Nice. J'espère qu'elle fait pas fureur en Allemagne parce que là-bas, c'est pas une bonne chose. Excusez. Donc, fait que
Sinon, je déteste quand on emploie la tactique narrative de ne pas décrire quelque chose et de nous révéler ensuite que c'est arrivé très subtilement, mais sans nous dire comment c'est arrivé. Ça donne l'impression d'avoir raté quelque chose et c'est chiant. La révélation de telle affaire est juste une mauvaise idée et elle aurait eu avantage à être décrite dans le présent. Je sais que c'est parce que c'est en fait une histoire racontée qui s'est déroulée dans le passé et que Saint-Avis a probablement compris sur le tard qu'il avait fait telle action. Mais putain, c'est nul et ça donne juste une autre raison pour que l'histoire se déroule au présent. Parce que ça, c'est une affaire que j'ai reproché vraiment beaucoup au livre, c'est le fait qu'il se promène entre les époques et que la narration en est affectée. Ça nuit, en fait, que l'histoire soit dans le passé. Tiens, le prince de 31 ans embrasse une fille de 14 ans sans son consentement. Dans l'histoire originale, elle avait 7 ans. Just saying. Donc, voilà. Bref, je vous fais un résumé rapide de l'histoire. Olivier Ferrière, c'est notre protagoniste de l'histoire, ok? On est en 1909, puis André Saint-Avis vient de recevoir une promotion comme capitaine, mais il y a des rumeurs qui circulent à son sujet comme quoi, en 1903, pendant une mission, il aurait causé la mort du capitaine Morange. On va découvrir que c'est pas si simple que ça, bien entendu, à force que l'histoire avance, mais voilà. Fait que, finalement, Olivier Ferrière commence par interroger Châtelain à ce sujet, un sous-officier, pour lui demander si c'est vrai. Puis il lui dit, grosso modo, ce que j'en sais, c'est pas grand-chose. Puis selon moi, c'est impossible qu'il ait commis ça parce qu'il est pas comme ça, blablabla, etc. Bref, tout semble nous indiquer que, en fait, non, c'est juste qu'on va découvrir comment il l'a fait. Tu sais, on nous le dit au début un peu de l'histoire. Mais tu lis puis tu te rends compte que, comme je dis, c'est pas si simple que ça. Fait que, bref, finalement, un conflit aura lieu entre Ferrière et Saint-Avis autour d'une photographie, j'en ai parlé déjà. Et là, ensuite, à un moment donné, les deux, Ferrière et Saint-Avis, se mettent à se parler. Puis là, Saint-Avis raconte son histoire comme s'il était comme dans le présent, ok? Sauf qu'on le sait qu'au début, ce qui nous est rapporté, c'est que c'est Olivier Ferrière qui écrit une lettre à quelqu'un dans lequel il raconte ce que lui s'est fait raconter par André Saint-Avis. Fait qu'à un moment donné, t'es comme, mais asti, je suis où, câlisse? Pourquoi l'histoire ne se contente pas tout simplement de se dérouler au présent? Là, je veux dire, le livre, là, il fait quasiment 300 pages, ok? Il fait quasiment 300 pages, puis je suis désolé, mais clairement, là, ce livre-là aurait pu en faire vraiment moins si on s'était juste contenté de raconter l'histoire dans le présent de André Saint-Avis, puis ça se serait suffi en soi. Clairement. Puis non seulement ça, mais il y a tous les passages où on présente Antinéa comme une personne, genre une sorcière, une personne qui charme les hommes. Pour vrai, c'est le mythe, en fait, du marteau des sorcières, carrément, là. Je veux dire, ok, mais une femme, si elle est belle, ben elle a du charme, puis les hommes sont pas capables de se contrôler. Non, esti, c'est toi qui penses avec ton pénis, calice. Arrêtez de mettre sur le dos de la beauté des femmes le fait que vous êtes pas capable de vous gérer, esti, c'est de votre faute à vous autres. Je veux dire... Non, mais Chris, ça m'a donné, là, je veux dire... En tout cas... Non, mais je suis désolé, mais on peut-tu se dire la vérité, là? Ben oui, Cristalline, exactement, gérez-vous, calice, aussi simple que ça. Moi, quelqu'un qui me dit, non, mais j'ai pas pu résister à ses charmes. Non, non, t'as pas su être capable de garder le contrôle de ta personne. Si t'as fait une connerie, c'est que c'était une prise de contrôle, c'était pas une perte de contrôle. Puis moi, clairement, ce que je vois là-dedans, c'est le mythe de Ève, de la femme fatale. On voit aussi le mythe, en fait, en tout cas, toute cette espèce de préjugés puis de stéréotypes sur les femmes, moi ça me fascine. Puis je comprends bien que le livre a été écrit avant les années folles, j'ai pas de problème à le concevoir. Mais Seigneur du bon Dieu, on est parti de loin, mes amis, avant qu'on en arrive au féminisme aujourd'hui. Puis quand je lis ça, puis que je vois qu'il y a encore du monde qui font des podcasts sur TikTok pour encourager ce genre de mentalité-là, ça me fascine, Criff. Tu sais, on dit, hey, tu veux reculer de 50 ans. Non, 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 tu veux reculer de 100 ans. De 100 ans. Désolé. Donc salut, le livre a l'air sûrement intéressant, merci bien expliqué, tu fais un bon taf, je voulais savoir si c'était possible que tu te l'enfonds. Ah, ben yes. Wow. Ah, je te dis. Ça aurait pu être drôle, hein. Ça aurait pu être drôle, mais comment je te dirais ça? Je veux dire, si t'as jamais rien eu dans ta vie, c'est ton problème. Fait que, voilà. C'est un peu le même principe, en effet, Dionys. On n'est jamais responsable, en fait. C'est ça. On n'est jamais responsable de ça, en fait, là. Je veux dire, en tant que femme, là. On n'est jamais responsable de comment les autres se comportent envers nous. Je veux dire... Parce que rendu là, crime, c'est juste une justification pour ne pas éduquer des hommes. Puis c'est plate, là, mais en tout cas... Je suis content de l'avoir lu, parce que ça me dit, Criff, on est parti de loin. Mais,
C'est un livre qui est profondément sexiste, profondément misogyne, puis qui est profondément problématique. Puis qui a été écrit par un auteur qui est très problématique aussi. Genre vraiment. Puis tu sais, mettons là, quand il rencontre Antinéa, là, Morange et Saint-Avie se font garder séparés les uns les autres. Saint-Avie tombe amoureux d'Antinéa, mais lui, il pense qu'il est en amour avec Morange. Fait que là, grande jalousie, etc. Puis, bref. Puis elle l'aime parce qu'elle aime Morange parce qu'il y a un homme qui lui résiste. Genre... je suis désolé, là, mais on peut-tu, s'il vous plaît, sortir du mythe comme quoi... Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez à peu près... Il y en a ici qui ont qui ont pas mal le même âge que moi, mais est-ce que vous vous souvenez de cette époque où on disait, par exemple, que si un gars était trop après une fille, elle allait pas triper dessus, puis qu'il fallait qu'il y ait du challenge pour qu'elle aime quelqu'un. Genre, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, mais moi, je me souviens que... Genre, ah non, mais il faut que la fille, elle ait un défi pour essayer de te conquérir. Sinon, elle t'aimera pas. Si t'es toi après elle, t'aimeras pas. Non, ça a jamais été ça. La réalité, c'est que si une femme ne te court pas après, c'est parce qu'elle trippe pas sur toi, point barre. Ok? C'est pas parce que toi tu y cours après. Non, elle t'aime juste pas. C'est pour ça qu'elle te court pas après. C'est pas vrai que si tu fais semblant de la fuir ou quoi que ce soit que... Tiens, je veux dire, à un moment donné, il faut sortir de cette espèce de mentalité-là que les femmes ne vivent que pour avoir un challenge, puis essayer de changer un homme. Je veux dire, c'est pas vrai pantoute, là. Je veux dire, en tout cas... En tout cas, du moins, les personnes matures ne sont pas comme ça, bien entendu, là. Ou les personnes qui n'ont pas de issues quelconques, bien entendu. Parce que, tu sais, oui, on le sait qu'il y a des personnes, hommes comme femmes, qui peuvent être attirées par les personnes profondément toxiques. Mais... quand on y pense, c'est plus les gars misogynes qui sont comme ça à partir en chasse. J'imagine que oui. Encore, ça dépend comment tu définis chasse. Parce que techniquement, je me suis jamais considéré comme misogyne, mais tu sais, j'ai déjà fait des approches envers des femmes. Fait que tu sais, à la chasse, pour moi, c'est genre, je veux cruiser pour obtenir de la sexualité, tout simplement. Ou, je veux cruiser juste pour obtenir un trophée supplémentaire à mon tableau de chasse. Tu sais, moi, c'est vraiment de même que je le vois. Mais, bon. Dans un monde où tu dois tout le temps te méfier des hommes parce que tu sais pas s'ils sont de même. C'est ça. Dans ma vie, c'est le trophée, ok. Dans ton point de vue, ok, c'est bon. Mais tu sais... Bref, je suis content qu'on soit plus là. Puis je suis content qu'il y ait moins de monde qu'on pense qu'il soit ainsi, là. Fait que bref, tu sais, je le disais dans la narration, le récit est écrit du point de vue de Ferrière, un lieutenant proche de André Saint-Avie, qui lui a vécu en 1909 et a écrit des lettres pour nous expliquer comment il en est venu à découvrir ce qui était arrivé en 1903 lors de la mission d'André Saint-Avie et du capitaine Morange. C'est donc une lettre qui raconte le passé d'une personne cherchant quelque chose dans un plus loin passé. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir échangé la perspective de Ferrière à Saint-Avie au moment où il raconte son histoire. Par contre, je sens que ça tombe dans un piège narratif, celui de la lettre de Ferrière qui relate ce qu'il a vécu. Je crois que ça nous place dans une position d'immersion contradictoire. En effet, nous lisons une lettre de la main de Ferrière qui relate des faits qu'il a vécu et entendus. Ce faisant, quand André Saint-Avie prend la parole et raconte son histoire avec Morange, c'est Olivier Ferrière qui nous la rapporte, et même si c'est écrit comme si c'était Saint-Avie lui-même qui parlait, ce ne sont en fait que des paroles rapportées et ça nous empêche de plonger dans l'esprit de Saint-Avie, de ressentir ce qu'il ressent. Là, avec cette narration, on lit, on voit ce qu'il ressent, mais ça crée une distance qui nous empêche d'être entièrement empathique. Fait que, bref, moi je trouve que c'était un mauvais move de l'écrire de cette façon-là. Tout simplement, pour cette raison-là. Fait que bref, moi ça me posait problème un petit peu comme style d'écriture. Fait que bref, j'y ai pas donné une grosse note. Il y avait 1 étoile sur Goodreads quand je l'ai évalué. Je veux dire, c'est un livre qui est très daté de son époque. Puis moi, j'aime pas bien ça quand on entretient des mythes qui ne devraient plus l'être depuis très longtemps. Fait que bref. Donc ça fait le tour pour celui-là. Fait que maintenant, je vais passer à mon deuxième livre. Deuxième livre qui se trouve à être... Attention... Polyphagie de Véronique Drouin, un livre québécois que j'ai acheté au Salon du Livre l'année dernière. D'ailleurs, on va avoir de quoi à dire par rapport au Salon du Livre dans pas long. Donc, Polyphagie, donc je vous lis. Donc, Romane, une étudiante à la très réputée école culinaire Guyot, sort prendre un verre avec ses amis dans un club branché. La soirée se termine par un blackout total. La jeune femme se réveille seule dans un lieu désaffecté, nue et couverte de sang. À ses côtés, une main sectionnée et un téléphone inconnu. C'est ainsi que débutera une lente descente aux enfers pour celle qui cherchera à comprendre non seulement ce qui s'est produit cette nuit-là, mais quel est ce mal qui la ronge et la métamorphose. Un roman d'horreur féministe sur fond de gastronomie qui explore la grossophobie, la perte de contrôle de soi et l'hystérie collective. Donc, Polyphagie, donc ça réfère en fait à
hyperphagie. De l'hyperphagie, c'est en fait le fait de manger beaucoup, mais de se sentir coupable. Dans le fond, Romane, là, c'est une personne qui était grosse et qui s'est forcée à maigrir. Elle adore la bouffe, elle adore cuisiner, mais elle a subi beaucoup de grossophobie dans sa vie, puis elle a décidé qu'elle n'en subirait plus jamais. Et elle a décidé de se faire violence à son propre corps. Genre, elle mange presque pas. Elle se retient, mais genre, elle se fait violence pour pas manger beaucoup, puis manger juste des choses fraîches ou quoi que ce soit. Alors que, tu sais, elle se sent bien dans le fait de cuisiner, puis de faire des mets et tout, là. Genre, la cuisine, c'est sa passion, mais tu sais, elle ne peut même pas manger ses propres affaires parce que, tu sais, elle veut pas ça. Puis elle se retrouve évidemment, tu sais, avec tous les aspects du corps physique qui vient avec, tu sais, les personnes qui ont été anciennement en taux d'obésité très élevé, mais quand elles maigrissent, il reste tout le temps genre de la peau flasque puis des choses comme ça. Fait qu'elle est un peu dans cette situation-là aussi. Fait que en plus de ça, elle se trouve pas nécessairement belle dans son corps, elle a pas de contact amoureux avec qui que ce soit, tu sais. Je veux dire, elle vit une vie de personne solitaire qui se fait violence pour des normes, en fait, sociales desquelles elle reçoit une pression. Grosso modo. Puis, en plus de ça, ben, elle a une relation avec sa mère qui est très très malsaine parce que sa mère elle-même lui mettait de la pression pour qu'elle perde du poids. Fait qu'on sent d'où est-ce que ça vient, tout ça. Puis, tu sais, je notais justement ça. Fait intéressant de mentionner spécifiquement que Romane voit que sa mère l'a appelé sans laisser de message et qu'elle choisit volontairement de ne pas la rappeler. Cela arrive peu de temps après qu'on ait compris que sa mère lui mettait beaucoup de pression pour qu'elle perde du poids quand elle était jeune et qu'aujourd'hui, cela a des impacts sur leur relation à l'âge adulte. Donc, c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, à un moment donné, il y a un personnage, ça, je me l'étais écrit, putain, mais le commentaire sur le fait que Romane couche avec le prof, c'est tellement misogyne et actuel dans la perception de tellement de gars jaloux de la réussite des femmes. Surtout que ce commentaire est très injuste quand on sait déjà ce que Romane a vécu et quels sont ses complexes. Fait que, tu sais, voilà, c'était à peu près ça. Puis après ça, plus tard, ben, tu sais, après son réveil, dans ce que je vous ai décrit dans la 4e de couverture, elle se demande, faut-tu que je porte plainte? Je me suis fait agresser, faut-tu que je porte plainte, je sais pas. Puis elle se pose toutes ces questions-là, puis finalement elle dit, ouais, mais d'un coup que ça s'en revire contre moi. Tu sais, évidemment, dans cette situation-là, le revirer contre toi, c'est pas comme dans une vraie plainte d'agression sexuelle, où est-ce que tu te dis, ben finalement, ça va peut-être me causer plus de mal parce que ça va me confronter à beaucoup de choses. Mais dans ce cas-ci, ce qui pourrait se revirer contre elle, c'est la main sectionnée, d'où est-ce que ça vient, etc., ou quoi que ce soit. Mais cette main sectionnée-là, c'est une métaphore de si je fais une plainte en tant que victime d'agression sexuelle, ça va-tu se revirer contre moi rendu au procès? Est-ce que je vais subir préjugés, me faire ostraciser, etc.? Fait que bref, c'est un parallèle avec ça qui est fait, puis qui est très évident, puis qui est très bien trouvé, je trouve. Et ça, puis il y a même un reportage plus tard à la télévision qui est complètement un miroir de commentaires que les gens font par rapport aux agresseurs sexuels. Genre, ils banalisent, ils dénient les faits. Ouais, mais c'est un bon gars, il est doux, il aurait jamais fait ça, c'est pas son genre. Puis elle a la même, elle voit ça à la TV, puis sa réaction est exactement la même que pour une personne qui voit les gens louanger son agresseur, ne pas la croire, etc. Fait que, tu sais, tu vois que l'autrice, elle a tout planifié pour parler de ça. Elle a vraiment construit son histoire pour aborder ça. Ça a l'air super intéressant. En tout cas, j'ai envie de le lire. Oh, puis il est vraiment pas long. En plus, c'est même pas 200 pages. C'est ça, c'est même pas 200 pages. C'est écrit petit à l'intérieur, par exemple. T'sais, vous le voyez ici, c'est écrit petit, mais c'est moins de 200 pages. Puis c'est une histoire assez simple. Là. C'est un récit d'horreur. Puis ça tourne aussi autour du trafic de drogue, etc. Donc, beaucoup de choses. Puis finalement, ce livre était une guinguerie. Tout était parfait du début à la fin. On inverse les rôles et ce sont les hommes qui ont soudainement peur de sortir. T'sais, Charline dit qu'elle est une fille et que les filles ne se font pas attaquer, surtout pas en plein jour. Jérôme qui pleure et se demande ce qu'il a fait pour mériter son agression, tout comme les victimes féminines dans la vraie vie qui ne savent pas pourquoi elles ont subi ça. La polyphagie ici est une métaphore des douleurs refoulées suite à une agression et à la violence faite au corps. C'est une métaphore liée à la violence que les victimes peuvent se faire à elles-mêmes quand elles veulent se faire entendre, qu'elles sont malades, commettent des gestes qui sont provoqués par l'agression. On les élimine alors que les vrais coupables courent encore. Et la fin du livre est très claire à ce sujet-là. Puis quand on parle de éliminer, on parle pas de mort en fait, c'est qu'on les élimine de l'espace public, on les ostracise, on les écarte, on refuse de les écouter. Fait que il arrive habilement aussi à ne pas être comme le récit d'Amélie Dubois dans Une virée à l'hôtel, une simple inversion caricaturale des rôles genrés. Ici, oui, on inverse les feelings quotidiens que les femmes vivent, mais on s'assure qu'on n'oublie jamais qui est la véritable victime en développant autour du personnage de Romane. Ce qui empêche quelqu'un, même de mauvaise foi, de ne pas comprendre le message. Fait que, voilà, c'est ça. C'est mon ressenti à ce sujet-là. Donc, fait intéressant. Étant donné qu'on parle beaucoup de cuisine, ben, il y a des descriptions par l'odorat, un peu comme dans le parfum, puis l'autrice a avoué elle-même qu'elle s'en était inspirée. Puis c'est bien correct aussi, là, je veux dire, de la narration olfactive, ça prend beaucoup de talent pour maîtriser ça à l'écrit. Fait qu'il y a des petites mentions par rapport aux odeurs avec la cuisine aussi, donc fait intéressant à ce sujet-là.
Donc, ensuite de ça, les sources d'inspiration. Moi, dans le fond, ce que l'autrice me dit, c'est que à la base, en fait, là, les violences du personnage principal sont un reflet miroir des violences que l'on se fait soi-même dans la société. Le début du livre lui a été inspiré par une histoire d'une collègue de son conjoint, sa meilleure amie, à la collègue, s'est fait mettre de la drogue dans son verre lors d'une soirée dans un bar, et elle s'est réveillée à l'hôpital, on a dû lui faire une greffe de foie et de rein. Les sujets abordés sont les conséquences de la drogue, du viol et le rapport à l'image corporelle sur fond de romans noirs et d'horreur féministe. On essaie de voir ce qui se passerait si c'était l'inverse, si les hommes ne pouvaient pas marcher seuls la nuit dehors. L'autrice se demandait d'ailleurs si on en parlerait plus si c'était les hommes qui se faisaient agresser davantage. Donc, les sources, à part Le Parfum de Patrick Süskind, il y a L'île du Docteur Moreau de H.G. Wells aussi. Donc, puis l'autrice, normalement, elle écrit des romans jeunesse, puis ça, c'est un de ses premiers romans adressés aux adultes. Donc, dans le fond, je répète un peu pour la source d'inspiration. L'autrice avait une collègue, puis la meilleure amie de cette collègue-là a raconté à la collègue en question l'histoire que elle a raconté à l'autrice qui finalement a réutilisé ça dans son livre. Grosso modo. Mais t'imagines-tu, genre, tu vas dans un bar, tu te fais spike ton verre, puis tu te réveilles, puis il faut que tu te fasses faire une greffe. Genre, on dirait, genre, une histoire traumatisante de voyage dans un pays bizarre qui a mal tourné, genre, tu sais. Pour vrai, genre, tu te promenais dans la rue, puis tu t'es réveillé, puis t'avais un rein, puis un foie en moins. Tu sais, imagine, là. Ben, sûrement qu'en fait, c'est plus... Parce qu'il n'y a pas eu de vol d'organes, j'imagine que c'est genre l'effet de la drogue qui a scrappé son système et tout. Mais tu sais, on se comprend quand même, là. Fait que bon. Ah, je te dis. Ok, bref. Ok, moi en tout cas, je vous le dis, j'ai mis 5 étoiles à celle-là. Je recommande fortement de le lire. Très intéressant, puis il coûte pas vraiment cher en plus, ça c'est l'avantage. Puis, écoute, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'est bon, achetez-le, il coûte pas cher, il vaut la peine. Puis, tu sais, je veux dire, de la lecture féministe, ça fait toujours du bien à faire parce que ça nous rappelle certaines choses. Puis, c'est un fait intéressant aussi, parce que tout est vraiment, je vous ai pas tout dit, mais vraiment tous les aspects quotidiens que peut vivre une victime d'agression sexuelle, tout ça c'est pris en compte, puis on a décidé d'inverser les rôles de genre, tout simplement, pour avoir une réflexion sociale autour de ça. Fait que bref, achetez-le, lisez-le. Ça peut valoir la peine. Donc voilà, c'est ça pour lui. Le troisième livre que j'ai lu, ça s'appelle En 1000 morceaux. Donc, En 1000 morceaux de Léonie Fauché. Donc, Léonie Fauché, en fait, qui, en passant, ne nomme jamais son nom à l'intérieur du roman. C'est quand même très particulier. Elle ne nomme pas son nom. C'est des choses étranges. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. J'ai parlé. Après toutes ces années de silence, j'ai osé dénoncer mon agresseur, l'homme à l'origine de mes plus grandes souffrances, mon beau-père. Maintenant que c'est fait, impossible de reculer. Le processus judiciaire est enclenché. En plus de la peur qui m'accompagne à chaque étape, je dois affronter le regard des autres, la culpabilité étouffante de ma mère, les cauchemars incessants. Ce que je désire par-dessus tout, c'est de me défaire de l'emprise invisible qu'il continue à avoir sur moi, et peut-être qu'un morceau à la fois, je réussirai enfin à me reconstruire. Au premier abord, le système judiciaire peut paraître intimidant pour les victimes de pédophilie, dont la confiance en toute figure d'autorité est grandement ébranlée. Il est toutefois important de dénoncer son agresseur pour l'empêcher de s'en prendre à d'autres. Heureusement, plusieurs acteurs et organismes sont présents pour accompagner les victimes dans toutes les phases de leur guérison. Donc, quand j'ai été acheter ce livre-là au Salon du Livre également, j'ai demandé à l'autrice de l'autographier de manière, en fait, à ce que ce soit adressé à une potentielle victime. Parce que ça fait comme le livre de Léa Clermont-Dion. C'est un livre que je vais peut-être avoir à donner à un moment donné à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Fait que j'ai dit, garde, c'est mieux comme ça parce que moi, je le lis par intérêt pour comprendre ce genre de choses-là. Mais c'est pas un livre qui s'adresse spécifiquement à moi. Fait que, à le laisser ce mot-là, à toi qui as besoin de ces mots, sache que ces émotions complexes que tu vis auront un dénouement que je te souhaite heureux. On finit par s'en sortir, entoure-toi, pardonne-toi et fais confiance en la vie avec tout mon amour. Puis elle a signé de son nom. Fait que, une très belle affaire. Donc, le livre fait un petit peu moins de 300 pages. Un petit peu moins de 300 pages, mais c'est écrit un petit peu plus gros aussi là, que l'autre que je vous ai montré. Donc, c'est l'histoire de Léonie Fauché, dans le fond, qui nous raconte en fait qu'elle a décidé de dénoncer son beau-père, qui était le mari de sa mère depuis des années, parce que son père biologique est mort. Puis, sa mère s'est mise en couple avec un homme qui s'appelle Guy, et ce fameux Guy en question-là, c'est quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un qui se victimise, quelqu'un qui est manipulateur, puis qui a réussi à entourlouper complètement la mère pour qu'elle ne croie pas que sa fille, Léonie, vit réellement des agressions sexuelles. Donc, Léonie a une grande sœur dans l'histoire, puis ça. Voilà, c'est à peu près ça.
Que sinon, ben, tu sais, ressenti, mettons grosso modo, c'est tellement, mais tellement réaliste que ça en est choquant. La description des émotions, le choix des métaphores, tout est parfait pour qu'on ait l'image claire du drame qu'implique cette histoire. Le pire, je crois, est quand elle dit, après que Léonie l'ait avoué, on va s'en parler à son retour. La terreur d'un enfant. Parce que dans l'histoire, elle essaie de dénoncer une fois quand elle est adolescente, puis ce que sa mère lui répond, c'est, parfait, on va en parler avec lui à son retour. Ok, je viens de t'apprendre que ton mari m'agresse sexuellement, puis toi, tu me dis, on va en parler à table? Allô? Traumatisme total d'enfance. Puis, bref, c'est ça. C'est complètement capoté. Puis, c'est vrai, je m'étais noté de vous lire la page 40. L'histoire du thermostat. Attention. T'as un petit peu, c'est où? Ok, t'as un petit peu... Ok. Ah oui. Ok, je l'ai ici. Ok. Quand j'avais 12 ans, elle l'a choisi, lui. Un soir d'hiver, j'écoutais un film d'animation au sous-sol. Une histoire de chien-loup confronté au monde des hommes qui me captivait. Maman et Guy mangeaient au restaurant. Je ne me rappelle plus trop, mais sans doute avec des amis. Quand ils sont rentrés, Guy est descendu pour vérifier si j'avais continué à chauffer le poêle à bois. J'avais mis trop de bûches, parce que la température est montée à 27 degrés dans la maison. Lorsque Guy a vérifié le thermostat juste à côté de la chaudière, il s'est tourné vers moi. J'ai appris que quand on place une bombe à retardement près d'une source trop chaude, ça explose. Ben voyons, Chris, pas capable de chauffer un poêle à ton âge, moi mes parents peuvent me faire confiance. Il a continué à hurler, mais je ne l'écoutais plus. Mes yeux embrouillés fixaient le vide en attendant que la tempête passe. Ma mère est descendue voir ce qui se passait. Elle a vu. Elle a été témoin qu'il m'a agrippé le poignet pour me lever du divan et me montrer le thermostat sur le mur. Elle a vu que j'essayais de desserrer sa prise, car ça me faisait mal. Guy a fini par me pousser contre le mur. Je me souviens que l'impact a été brutal. Mon crâne a heurté le mur. Il a continué à crier en remontant. Maman m'a observé, les yeux écarquillés, et est monté le rejoindre, sans un mot pour moi. Plus tard dans la soirée, il avait arrêté de hurler. Elle est venue dans ma chambre pour m'expliquer qu'il avait réagi de la sorte parce qu'il est inconfortable dans la chaleur. Il fallait le comprendre, leur soirée avait été longue et il était fatigué. La prochaine fois, je devrais mettre moins de bois. J'ai acquiescé et je me suis couché. Ma tête est lancée à l'endroit de l'impact et ça a duré plusieurs jours. Il avait réussi à rendre normal aux yeux de ma mère le fait qu'il soit violent. Donc, c'est le lendemain matin que j'ai dit à maman que je ne pouvais pas grandir avec un homme comme lui près de moi. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Et moi, je fais quoi? Je le fous lui dehors ou toi? » Bouche bée n'était pas une expression assez forte pour décrire mon ébahissement. Comment pouvait-elle penser mettre sa fille de 12 ans dehors? Fait que, à quel point il l'avait manipulé solide, la mère. OK? Il a normalisé la violence, puis elle a même imposé un faux dilemme à sa fille pour essayer de la faire taire par rapport à ça, alors qu'elle se faisait battre. À quel point ça tournait pas rond dans l'esprit de la mère. Puis, après la dénonciation, quand ça finit par arriver, eh bien, Léonie et sa sœur ont collaboré ensemble. Sa sœur l'a beaucoup soutenu pour qu'elle le fasse. Parce qu'elle, elle a demandé, coudon, est-ce que Guy t'a déjà touché sexuellement ou de quoi? Oui, ok, parfait, on va à la police. Léonie, elle le fait. Puis, dans le fond, la mère, pour pas être accusée de complicité, en fait, a fini juste par comprendre, en fait, qu'elle était manipulée ou quoi que ce soit. Mais, à chaque fois qu'elle parle avec sa fille, elle ramène tout ça à elle. Elle dit, ouais, mais là, je m'ennuie, Guy est pas là, c'est la première fois qu'il est pas là cette année à Noël. Tu sais, elle arrête pas de prononcer son nom constamment. Elle dit qu'elle trouve ça difficile d'être tout seul sans lui, blablabla. Tu sais, elle se plaint de ce qu'elle a vit, mais elle a aucune considération pour sa fille qui vient de dénoncer l'agression sexuelle du mari en question. Tu sais. Que... Puis je pense que pour illustrer ça, je m'étais noté genre 82-83. Plus tard dans la soirée, ma mère m'appelle à mon tour. C'est tellement bizarre Noël qui arrive sans lui chez Intel. D'habitude, il met toutes les décorations et là, il n'y en a aucune. On fait bien de faire ça chez Marie-Rose cette année. Il y a trop de trucs qui me rappellent lui. Peux-tu croire qu'il ne sera pas avec nous? Oui, maman, je l'ai dénoncé. Je m'attendais pas à l'inviter à Noël après ça. Même s'il n'avait pas été détenu, je l'aurais pas invité et j'aurais tout fait pour ne pas le voir. Ben voyons pauvre, lui, sois compréhensif, il va passer Noël en dedans, sa fête préférée en prison. Ma mâchoire pendante alerte Marie-Rose qui me fait signe de mettre fin à l'appel, ce que je fais sans hésitation. Voilà à peu près le portrait de la mère en question. Je vous rappelle que c'est une histoire vécue, hein, mais l'histoire est quand même censurée au sens que les agressions ne sont pas décrites, mais, tu sais, on comprend que il y a eu, c'est ça, il y a eu des agressions sexuelles. Donc,
Puis dès qu'elle rentre à Noël dans la maison de Marie-Rose, ben, tabarnak, j'ai écrit ça. Et en plus, elle parle de lui en rentrant dans la maison de Marie-Rose. Tabarnak, que la mère me frustre. Si je sais que c'est une femme brisée, mais j'arrive pas à avoir d'empathie. C'est ça, le voyage dure. Ah oui, puis elle retourne chez elle, puis il y a un gros cocktail d'émotions qui arrivent, qui sont contradictoires, genre qui ont pour fondement la honte puis la culpabilité, mais aussi l'impression que personne ne se place du côté de la victime. Donc, grosso modo, elle conduit, elle enchaîne les pensées en allant des idées noires à non, ça n'a pas d'allure, etc. Bref, il y a un gros cocktail d'émotions contradictoires pendant qu'elle voyage sur le pont, puis à la porte, puis bref, elle finit par se rendre, bref, chez elle. Et ça. Puis, ah oui, puis finalement, il y a une scène aussi à un moment donné dans un autobus où une femme se fait harceler par un homme, puis elle demande de l'aide à Léonie, genre, hey, peux-tu, genre, elle essaie d'y demander subtilement, genre, c'est quoi tu lis, je peux-tu parler avec toi, puis tout le kit, puis elle est comme, non, laisse-moi tranquille, parce qu'elle est enfermée dans son cocon, elle a pas le goût de parler à personne, puis elle est renfermée sur elle-même. Fait qu'elle fait, ah, laisse faire. Puis finalement, elle sort du bus, puis Léonie remarque que le gars la suit, la harcèle ou quoi que ce soit, puis que c'est un autre gars qui va finalement intervenir pour dire, hey, tu vas la lâcher. Fait que, tu sais, là, ça a réfléchi, puis elle dit, en fait, ce qu'on vit, c'est un biais d'omission collectif. Les gens s'en foutent. Il y a personne qui réagit ou presque. Les gens s'en foutent éperdument de ce qui se passe, se foutent éperdument que les gens subissent du harcèlement ou des agressions. Ils posent pas de questions. Ils font semblant de pas voir en se disant si j'interviens puis que j'empire les choses ou qu'il m'arrive de quoi, ça va être pire. Mais au contraire, il faudrait qu'on intervienne plus parce que ça permettrait de faire assez peur aux personnes qui commettent ces gestes-là pour qu'ils se retiennent justement de le faire. Tu sais, je veux dire, moi, à un moment donné, l'autre fois, j'étais à l'hôtel, puis je voyais qu'il y avait un homme qui parlait avec une des sauveteuses, puis je le regardais de loin, puis je voyais son attitude, puis j'étais pas sûr, mais pas en tout. Puis je voyais qu'il était avec son ado qui était autiste. Je veux dire, ça se voyait, je veux dire, dans son visage que c'était de l'autisme de haut niveau. Puis elle me l'a confirmé après, parce que le père, c'est ça qu'il a dit. Puis tu sais, le petit gars, genre, il se jetait en plongeon dans le spa, mais tu sais, c'est quand même un peu dangereux. Puis il est en train d'y expliquer, genre, comment intervenir avec. Mais il faisait dans un ton que de distance ça avait l'air un peu étrange. Fait que j'ai demandé, après quand il est passé à côté de moi, je dis lui là-bas, il te faisait-tu du harcèlement? Quoi qu'il y allait pas. Puis là, elle m'a expliqué, puis finalement, bon, elle s'est fait mansplain évidemment, mais tu sais, c'est ça là. Mais tu sais, c'est ce genre de réflexion qu'on doit avoir à regarder, puis se dire, hey, c'est quoi qui se passe là-bas? Faut-tu que j'intervienne? Faut-tu que je me lève pour intervenir? Tu sais, je veux dire, se poser la question, au moins être attentif, et dire, ok, si tu vois qu'il y a quelque chose d'évident, là, tu te lèves, puis tu sais. Tu vérifies ça. Mais on a tout le temps peur de se faire dire tu te mêles pas de tes affaires, tu t'en occupes pas, puis que finalement il y a rien, puis que c'est toi qui as l'air cave. C'est pour ça que les gens se lèvent pas. Mais il faudrait des fois qu'on soit attentif, puis qu'on regarde, puis que s'il y a vraiment quelque chose que ok, là c'est vraiment problématique, là tu y vas puis tu te lèves. Tu sais, trouver son équilibre entre se lever trop vite, puis juste rester de marbre, silencieux, puis ne rien faire. Donc voilà, fait que tout le long de l'histoire, en fait, on suit de la dénonciation au poste de police jusqu'au procès. Puis je m'étais donné justement... je m'étais donné ça justement, là, de vous lire, là. Tu sais, j'ai noté ici, le tabarnak avec sa proposition où il se victimise. Donc, je m'étais noté de vous lire la page 248 à ce sujet-là. Monsieur et son avocat nous font une proposition, commence Jeanne. Jeanne, c'est la procureure à la couronne qui s'occupe du dossier de Léonie. Si l'on accepte sa sentence... ok. Si l'on accepte, la sentence sera basée dessus. Monsieur répète qu'il ne se souvient de rien et de ce qui se trouve dans ta déposition, mais il est prêt à admettre qu'il s'est laissé toucher le pénis à quelques reprises entre 3 et 5 par la plaignante, qu'il s'est laissé faire lorsque la plaignante a mis son pénis dans sa bouche, qu'il s'est laissé diriger les mains sur les parties génitales de la plaignante par celle-ci. Attends, c'est comme ça tout le long que j'interromps? Il s'est laissé faire toutes les actions? Oui, confirme Jeanne. Est-ce que tu acceptes la proposition? Ma mâchoire s'ouvre en même temps que mes sourcils se haussent. Que Guy se dise non coupable, c'est une pilule à avaler, mais qu'il se dise la victime, c'est un coup de poignard entre deux côtes. Mon cœur se serre comme si Guy l'empoignait à distance pour l'écraser. Wow, non, je refuse, c'est pas lui la victime. Ah, tant mieux, souffle Laura. L'autre personne en charge du dossier. Je suis contente que tu ne te laisses pas faire. Quel narcissique, je suis pas censé dire ça, mais Jeanne et moi, on s'est retenus lorsqu'il a proposé ça pour ne pas le dire dans la salle. J'en reviens pas, continuait, je ne croyais jamais qu'il pourrait retourner ça contre moi et montrer autant d'irrationalité. Il teste ta résistance, a continué les démarches, précise Jeanne. Ça a son avantage pour nous. Laura et moi allons retourner dans la salle pour dire qu'on n'accepte pas sa proposition et la journée va se terminer. Tu peux rentrer chez toi et te reposer. Ouais, t'as bien entendu, Dionys. T'as bien entendu. Genre, imagine, genre, le gars, il a agressé sexuellement une petite fille, puis il dit, je me suis juste laissé faire. Ça, pour vrai, c'est Gilbert Rozon 2.0 qui disait, non, mais c'est Annick Charrette qui a grimpé sur moi, puis j'ai juste pris mon plaisir. Hey, fuck off. Fuck off, esti. Quel esti de... Oh! Non. Puis moi, c'est de savoir que c'est une histoire vraie.
Je vous rassure, il a été condamné à la fin, mais condamné pas tant que ça. Je peux vous la donner, la peine, là. Je pense que je l'ai noté, la peine, en plus, là. Donc, ok, le jour 2, quand Léonie décide de témoigner, Guy réalise qu'il est dans marde et il fait une deuxième proposition où il avoue sa culpabilité à tous les chefs d'accusation afin d'avoir une plus petite peine. Léonie accepte celle-là et ça fait réduire sa sentence. À la base, Guy et son avocat comptaient sur l'absence de Léonie comme témoin et victime pour pouvoir gagner, mais elle s'est présentée. Puis finalement, il est condamné à quelques mois de prison. Quelques mois de prison pour avoir agressé sa belle-fille pendant des années. On va pas se faire croire qu'on vit dans un monde où les victimes d'agressions sexuelles sont pas ostracisées puis qu'elles n'obtiennent pas justice, hein. Je suis désolé, là, mais voilà. Qu'il admette lui-même cette culpabilité puis qu'il n'engrange pas un procès, c'est correct que ce soit une circonstance atténuante pour la peine. Mais c'est quelques mois? Non. Je suis désolé, mais non. Puis après, il y en a qui disent que ça brise des carrières, soit dit en passant. Des carrières, hein. Ça va briser des carrières. Ouais, non, ça brise des vies, mais celles des victimes, pas celles des accusés. Fait que, bref, dénoncer sans hésiter, puis dénoncer tout de suite, idéalement, comme ça. Pas de preuves ou quoi que ce soit, puis c'est réglé. Qui peuvent être oubliés. Parce que plus tu dénonces vite, moins tu as de chances d'oublier des détails importants. Parce que tu écris ton témoignage rapidement. Moi, je dis ça à mes élèves. Si vous vivez une agression sexuelle, vous écrivez tout dans votre téléphone cellulaire le plus vite possible en détail, puis vous laissez ça là, parce que vous allez oublier. Puis c'est important de se rappeler les détails. C'est important de se les rappeler pour le procès, pour les écrire dans le témoignage. Ça, c'est important. Mais tu sais, c'est pas facile à appliquer. Je veux dire, personne ne sait comment on va réagir devant une agression sexuelle, mais moi, je leur dis tout le temps, il faut que vous le fassiez, parce que si vous arrivez à le faire, vous êtes certaine de gagner votre procès. Comme si sa carrière valait plus que la vie d'une victime, ça m'écoeure. Ouais, je sais, on vit dans un monde comme ça, où est-ce que les victimes d'agressions sexuelles se font ostraciser, puis où est-ce qu'il y a des créateurs de contenu masculinistes qui disent que c'est horrible qu'on inverse le fardeau de la preuve dans une loi en Suède qui, en fait, ne l'inverse pas pour de vrai. Donc voilà. Hein? On va pas le nommer, on sait tous de qui je parle, hein? C'est ça. Puis en passant, il y a des captures d'écran, puis de textos, puis des lettres qui sont écrites dans le livre pour rajouter un petit peu d'immersion. Donc, de ce que je comprends, c'est que Léonie a voulu écrire un livre de base, que ce soit de la poésie ou des histoires, peu importe. Puis au départ, elle a commencé en 1000 morceaux pour avoir un exutoire pour évacuer ce qu'elle ressentait. Puis c'est à force d'écrire qu'elle a réalisé que ça pouvait aider des personnes, puis que son projet est devenu plus grand. Elle souhaitait aider celles qui affrontent une situation similaire et à mieux comprendre le système de justice canadien. Elle a mis 9 mois à écrire son livre alors qu'elle était à l'université, puis ça inclut la révision. Elle n'avait pas de plan, mais une bonne idée de la chronologie des événements. Son plus grand défi a été de rendre les scènes d'abus accessibles au public général. Elle voulait que ce soit simple et non pas dans le cru. Elle voulait aussi que les lecteurs retiennent l'importance d'être résilient et qu'il y a toujours de l'espoir de vivre heureux après cela. Et bref, hein? C'est horrible. Absolument horrible. Moi, pour vrai, ça me fascine. J'arrive pas à comprendre comment elle justifie que il y a du monde qui peuvent trouver ça normal. Puis ça, en passant, vous trouvez ça horrible, là, mais un des livres que je suis en train de lire en ce moment, là, c'est encore pire, parce que lui, il est pas censuré. Il est pas censuré, mais pas du tout, puis c'est même encore pire. Genre, c'est dégueulasse. Genre, les scènes ne sont pas censurées. Puis ça, pour vrai, c'est... En fait, moi, ça me fait capoter, on va le dire de même, là. Ouais, ça doit être... Ah, c'est très rough. Écoute, pour te donner une idée d'avance, là, du livre que je suis en train de lire, qui s'appelle L'inceste en héritage, là, écoute, premiers attouchements sexuels à 3 ans, première agression sexuelle, viol à 6 ans, puis première sodomie à 9 ans. Puis il y a une scène de fellation qui est décrite en détail du point de vue d'une petite fille de 6 ans. J'ai juste lu 24 pages. Il m'en reste 100 à lire. C'est à peu près ça. Fait que pour vous dire à quel point c'est dégueulasse pis que c'est horrible, là, pis que c'est une histoire vraie. Oh mais oh non Dieu, ça fitait aussi. Ça fitait tout aussi bien. Je veux dire, ça lève le cœur. Ça lève le cœur ben raide, je veux dire. En tout cas. J'ai prévu de vous lire des passages pareils la prochaine fois parce que c'est important de bien se l'illustrer. Mais je crois qu'après le livre du Marquis de Sade que j'ai lu, on est sur le deuxième le plus horrible, que j'ai lu pas en 1000 morceaux, mais lui que je suis en train de lire en ce moment. Mais en 1000 morceaux, par contre, c'est un excellent témoignage qui permet de s'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Puis pour vrai, pour une victime d'agression sexuelle, c'est un livre qui est très très accessible et qui permet de
voir des choses, de mettre des mots sur des émotions ressenties. Fait que pour vrai, moi, je le recommanderais sans problème. C'est très, très accessible. Puis, ça aide à donner espoir aussi. Puis ça, c'est un point qui est important. Peut-être une chose que Porter Plainte n'arrive pas à donner parce que pour vrai, c'est pas passé à grand chose que Léa Clermont-Dion perde son procès. La lettre de Lise Payette a tout changé la donne. Non, bon. Je viens de voir que j'avais des mottes de cheveux. Voilà, c'est ça. Fait que bref. Bon, et que ça, c'était pour celui-là. Maintenant, on arrive au vif du sujet, puis il faut que je retienne à peu près où est-ce que j'en suis en ce moment dans l'enregistrement. Je suis à 55 minutes, ok. Fait que 55 minutes, on arrive avec la review d'un livre de Charlène Ferlé, donc qui s'appelle Les cerfs sous le velours noir. Donc, Les cerfs sous le velours noir, en fait, c'est un livre écrit par une femme française, mais c'est un livre qui n'est pas vendu au Québec. Il a fallu que, de base, je le fasse venir d'Amazon, mais c'est pas moi qui me l'a commandé, c'est Shani, une de mes viewers, qui me l'a offert en cadeau avec... c'est ça, avec l'aide de son chum. Donc, je les remercie tous les deux. Donc, Ruby et Shani, ben, si vous voyez cette rediff ou que vous passez ou que vous êtes caché dans le chat, merci beaucoup pour ça, pour ce beau petit cadeau que vous m'avez offert. Donc, ça me rappelle un livre que j'ai été obligé de lire en secondaire 3, un livre à propos de mutilation génitale dans certains pays d'Afrique. J'ai été perturbé par ma lecture. Est-ce que c'était Waris Diri, Fleur du désert, par hasard? Parce que moi, j'ai lu ça au secondaire. Puis, en faisant de la lecture en classe, j'ai fait une chute de pression puis je me suis évanoui. Parce qu'on décrivait clairement l'ablation du clitoris. Fait que, voilà. Je sais plus le titre, ok. Fait que bref, Les cerfs sous le velours noir. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai beaucoup jasé avec l'autrice qui est un amour. Elle est extraordinaire puis tellement gentille, là. Donc, d'abord, faut préciser quelques petites choses. Je vais lire la 4e de couverture pour commencer. Donc, la déesse veille. Son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère Taddeo, qu'elle déteste afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement, Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qui a causé l'effroyable assassinat de son autre frère Jacopo, et lui faire justice car en rêve, elle le voit. La scène du meurtre, par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Bon, faut que je mette en concept l'univers dans le fond. Je vais pas vous narrer toute l'histoire parce que c'est un peu une espèce d'histoire policière, mais dans un monde historique un peu. Dans le fond, c'est vraiment... Tu sais, je vais vous le dire carrément, c'est inspiré d'une partie de JDR. Donc, je sais pas si c'était du Donjon Dragon ou quoi que ce soit, mais elle m'a dit que c'était inspiré d'une partie de JDR, puis que Francesca, c'est le personnage d'une de ses comparses, de ses amis. Donc... Francesca, dans le fond, elle doit épouser un marchand. Puis c'est une femme qui a perdu son mari et son enfant. Donc, elle est veuve et tout le kit. Puis son père veut s'assurer qu'elle soit placée dans une bonne famille en lui faisant épouser une personne. Mais, vu qu'il est d'une basse classe sociale, elle est comme non, pas intéressée. Puis elle veut rien savoir de Bartholoméo. C'est le même qui s'appelle le promis, si on peut le dire ainsi. Sauf qu'elle arrive sur place, puis elle se rend compte que son frère aussi s'est fait assassiner. Son grand frère Jacopo. Puis qui s'est fait assassiner de manière très 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 intense, genre mutilé sur la place publique, pendu, tout le kit. Genre pour vrai c'est pas doux pantoute là, la manière dont ils l'ont tué là. Genre ok, j'ai vu ça puis j'ai fait ok d'accord, on n'est pas dans un monde de doux. Et vous remarquez que le nom Francesca, Sebastani, il y a un personnage qui s'appelle Lorenzo, Taddeo, Jacopo, c'est tous des noms italiens. Parce que l'histoire se passe en fait dans une région italienne qui est censée donner une vibe renaissance un petit peu. Puis, il y a beaucoup d'anges qui sont impliqués dans l'histoire, qui sont un peu les dieux dans cet univers-là. Sauf que c'est des dieux qui sont accessibles et présents. Genre au sens que tu peux interagir avec eux. Et qui y veillent un peu à la même manière que la religion chrétienne. C'est juste que ici les anges ont une place plus présente dans la vie, mais clairement, tu vois que la religion est inspirée du christianisme dans sa structure et sa manière de fonctionner. Donc, ce qui est très cohérent dans une Italie de la Renaissance, soit dit en passant, mais on y a ajouté un petit quelque chose de plus. Marie-Hélène, salut Sam, j'étais mêlé, je pensais que c'était lundi les live lectures. Ben c'est parce qu'en fait, je les ai reportés parce que hier, j'avais le conseil d'établissement de mon école. Fait que j'avais annoncé dans mon Discord que je les reportais. Désolé pour la confusion, mais écoute, te voilà. Fait que je suis content de te voir, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, sinon donc le personnage de Francesca est inspiré d'un personnage de JDR qui a été joué par une amie de l'autrice. Les personnages joueurs originaux étaient Giuliano et Lorenzo en plus de Francesca.
Et elle est la seule à avoir un point de vue parce que l'autrice voulait se concentrer sur elle. Ils ont donc mis un peu de côté les autres personnages. Puis il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages. Puis tous les autres qu'on voit dans l'histoire, ce sont en fait soit des PNJ ou des personnages fusionnés. Par exemple, comme Tadeo, c'est une fusion entre 2 PNJ de la campagne de JDR. Donc, tu sais, des choses comme ça. Les scènes ont aussi été beaucoup modifiées à l'exception de celles avec Vittorio qui sont demeurées telles quelles. Donc pour s'adapter au fait qu'on passe de JDR à histoire. C'est parfaitement normal. Vittorio étant un personnage qui va être important dans l'histoire pour l'enquête, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé, à Jacopo. Puis du côté de la religion, bon, c'est évidemment du christianisme sans le nommer, avec des anges beaucoup plus présents dans le quotidien. L'autrice me dit que Tadeo et Astore ont accès à d'autres secrets qui sont inconnus de Francesca, ce qui la limite à une religion, et des patriciens de son milieu social. Il y a d'autres inspirations aussi qui apparaissent à d'autres périodes de l'univers. Donc grosso modo, en fait, c'est ça. Quand j'ai parlé avec l'autrice, elle m'expliquait dans le fond que Francesca, dans le monde qu'elle connaît, à elle, dans son quotidien, elle est limitée à une seule vision religieuse, mais que techniquement, dans l'univers, il y en existe d'autres. Donc c'est à peu près ça. Ah voilà, je suis pas sur Discord, oui merci, j'espère que toi aussi ça va. Oui, ça va bien. C'est ça. Après ça, je lui ai dit, écoute, je trouve que Francesca, elle a un caractère. Genre, c'est une femme forte qui se laisse pas mener par le bout du nez ou quoi que ce soit. Est-ce que, tu sais, le roman, il est-tu féministe? Tu sais, Francesca prend en contre-pied beaucoup de stéréotypes de genre, puis j'ai même dit les stéréotypes de genre en général. Puis, je vous lis texto la réponse que Charlène m'a donnée. Clairement, je suis consciente que les œuvres de fiction ont un impact. Pour moi, Francesca n'est pas tant que ça à contre-pied. En fait, c'est une femme assez typique de son époque. Classiste, consciente de son rang, de sa richesse, avec un fort esprit de clan. C'est vrai. C'est vrai. Elle est très, très, très famille. Donc, je voulais éviter de l'écrire comme anachronique dans sa mentalité. Certes, elle fait des choix qui ne sont pas ceux que son père aurait fait à la fin, mais pour rappel, Francesca reproche surtout à son fiancé d'être d'un statut social inférieur. Si on lui avait proposé d'épouser par exemple un Vittorio qui est très riche, elle aurait accepté. Sauf si, par exemple, c'est un suspect évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille, de poignards dans le dos, puis de... Tu sais, ça fait pas Game of Thrones, mais pas loin, on va dire ça de même. Fait que voilà. De même, elle envisage une relation avec Santi, mais Santi a un statut social élevé puis une famille puissante. Donc, tu sais, tu vois que elle est dans sa classe sociale puis elle essaye de s'y tenir. Donc, elle est traditionnelle, mais un peu à contre-pied des stéréotypes de genre sur certains points, mais pas tous. Elle finit par s'affranchir de certains stéréotypes, mais je pense aussi que c'est parce qu'elle gagne en maturité et découvre d'autres profils hors de son cercle d'origine. Je pense que c'est ce qui la rend à la fois réaliste et séduisante pour certains lecteurs et très chiante pour d'autres. Elle reste très crédible pour son époque malgré les espaces de liberté qu'elle finit par se ménager. En tout cas, je voulais que l'intrigue soit féministe dans ses messages. Francesca commence comme franchement méchante vis-à-vis d'autres femmes et elle est finalement sauvée par un acte de sororité. Elle doit s'affranchir de barrières mentales pour être heureuse et prendre confiance en elle. On voit que d'autres femmes font de même dans le livre, et pas seulement elle. Je ne sais pas si c'est réussi, ce n'est pas à moi d'en décider, mais j'ai été très attentive à ça. C'est ma façon de faire ma part dans les débats de société actuels du mieux que je le peux. Là où le roman manque sur un plan féministe, c'est que Francesca est d'un milieu qu'on qualifierait aujourd'hui de haute bourgeoisie. À côté de ça, le livre est aveugle sur le sort des classes populaires ou des femmes d'origine étrangère à Alba. Francesca peut se permettre des choix qui sont totalement inaccessibles à la grande majorité des femmes de cet univers, mais on ne peut pas tout faire en un seul roman, ce sera sans doute le sujet d'un autre, fait que... Wink wink, gang? Voilà. C'est à peu près ça. Et la réponse est très complète, puis elle nous dit vraiment c'était quoi la démarche de l'autrice autour de tout ça. Donc, elle a accepté de répondre vraiment à toutes mes questions, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Puis elle me disait dans le fond qu'avant elle écrivait des fanfictions en anglais, puis elle a fini par être frustrée par les fandoms internationaux. Elle souhaitait un plus grand lectorat et revenir à l'écriture en français puisque son niveau d'anglais la limitait dans la qualité de son style. Elle avait un scénario, un univers de JDR qui s'adaptait bien pour un roman, puis elle a décidé de partir sur ce projet. Puis elle était dans sa période de sa vie où elle écoutait des séries comme Borgias, Les Médicis, et qu'elle jouait à Assassin's Creed 2, meilleur de la saga, soit dit en passant. Donc le choix de la Renaissance italienne s'explique par le fait que c'est un bon compromis entre conflits à plus grande échelle à cause des petits états. Donc on se rappelle que Assassin's Creed 2 se passe avant la fusion des royaumes d'Italie, historiquement parlant. Et à la fois resserré pour que ça reste personnel entre certaines familles très précises. Puis de métier, en plus, elle est professeure d'histoire, donc, bref, il y avait tout pour faire de quoi d'extraordinaire avec ça. Logique avec son époque. Excuse-moi, JDR, jeu de rôle, papier dans ce cas-ci. Donc, jeu de rôle, c'est du Donjon Dragon, des choses comme ça. Fait que c'est ça. Sinon, fait plaisir. Sinon, narration omnisciente très classique, on en arrive à placer tout doucement le caractère des personnages et leur relation en justifiant par des petits bouts de phrases qu'on arrive à comprendre.
C'est ça. Fait que j'avais dit que Francesca... À la base, j'avais noté ça avant d'avoir la réponse de l'autrice, mais je m'étais dit, Francesca a l'air d'être construite en dehors des stéréotypes de genre. Elle est loyale envers sa famille, mais elle est surtout une guerrière qui a des émotions très, très violentes puis qui ressent de la haine envers ceux qui lui ont fait du mal. Ce qui sort un petit peu du stéréotype de la gentillesse et de la passivité. J'imagine que ça fait partie de son caractère. Puis, tu sais, évidemment, tu sais, moi, je le voyais un peu comme moi en tant que prof de CCQ qui enseigne, tu sais, puis qui explique, tu sais, les femmes se font enseigner ce stéréotype-là, genre sois gentille, sois passive, prends pas trop de place, pose pas trop de questions, sois belle et ferme ta gueule. T'sais, évidemment, on le dit pas nécessairement toujours comme ça, mais indirectement, on met une pression sociale pour que ce soit ces comportements-là qui soient adoptés. Puis je trouvais que Francesca détonnait un peu de ça de manière assez libre que j'appréciais vraiment beaucoup. Et ça. Puis je remarque que l'autrice prend la peine de décrire les pensées vagabondes qui prennent la forme de théories sur le complot qui se trame contre la famille Sebastani, dit Clarissa. C'est une bonne idée. Ben oui, c'est correct parce que ça renforce l'immersion. Tu penses à telle affaire, tu sais. Vraiment, là, c'est vraiment très cool. Donc, moi, de ce côté-là, j'aime bien ça. Puis finalement, la résolution de l'enquête se fait très, très style JDR, si je peux le dire ainsi. Tu sais, quand c'est arrivé à la fin avec la méthode de résolution de l'enquête, je me suis dit, là, je reconnais le JDR. Parce qu'au début, je l'avais pas allumé. Je veux dire, je lisais le livre, puis si on me l'avait pas dit, j'y aurais pas pensé. Mais après ça, quand l'autrice me dit c'est inspiré d'une campagne de JDR, j'ai fait là, je viens de comprendre un peu plus la fin. Fait que c'est inspiré un peu de ça, mais ça reste très très bien. Puis ça reste très très cohérent avec l'univers. Je veux dire, ça a été placé dès le début pour que ça puisse fitter. Fait que ça, c'est une bonne chose en fait. En fait, il y a un. Je sais pas si on pourrait appeler ça un fusil de Chekhov qui a été inséré d'avance dedans avec le lore, mais clairement, moi je trouve que la fin est ultra cohérente avec ça. J'ai mis un 5 étoiles, soit dit en passant, à cette histoire-là. J'ai vraiment trippé. La seule affaire que j'aurais à dire, c'est que moi, personnellement, en tant que lecteur, dès que c'est des noms qui ne sont pas familiers pour moi, des noms en français ou en anglais, dès qu'on sort de ça, je deviens tout mêlé avec les personnages. Genre vraiment. Je veux dire, quand j'ai lu Anna Karenine de Tolstoï, là, il a fallu que je démêle les noms pis solides, pis ça m'a beaucoup grugé d'énergie dans ma lecture, si on peut le dire ainsi. Je vous dirais que j'ai vécu la même chose avec les noms en italien parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, ok, attends un peu, lui c'est qui, mais lui c'est qui, puis c'est qui. Tu sais, à un moment donné, tu te parles. Mais, quand c'est des noms en français, on dirait que le transfert se fait plus facilement dans mon esprit. Puis en anglais, pareil. Fait que, mais c'est parce que c'est les deux langues avec lesquelles je suis le plus habitué de parler. Fait que c'est pas un défaut en soi, mais c'est juste pour que si vous êtes comme moi, puis que dès que c'est en dehors de votre langue d'origine, ça mêle les noms, je vous dirais ça vaut peut-être la peine de prendre. Ok, t'as peu. Ce personnage-là, c'est lui. Ce personnage-là, c'est lui. C'est lui. De prendre des notes sur le sujet. Moi, je l'ai pas fait. Puis pour me démêler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les 3 premiers chapitres. Puis après ça, je les ai relus une deuxième fois. Puis là, j'ai tout démêlé. Là, j'ai fait, ok, là, tout le monde est là. C'est une technique comme une autre. Ça marche. Ça fait super bien. Fait que, bref, très intéressant. Je vais pas. Tu classerais général, adulte, ado. Monsieur, général. Pour vrai, n'importe qui peut. Ben, n'importe qui. Écoute, un enfant peut pas lire ce livre-là. Mais, je dirais pas mal n'importe qui, je dirais. Parce que, tu sais, il y a quand même une scène. Il y a quand même une scène assez violente. Il y a quand même quelques scènes à référence sexuelle. Il n'y a pas de description de scène à caractère sexuel, mais il y a des scènes à référence sexuelle. Si on peut le dire ainsi. Fait que je dirais qu'un enfant peut pas vraiment lire ça, mais adulte, ado, tu peux lire ça, puis je pense pas que ça va traumatiser qui que ce soit, là. Je veux dire, moi j'ai envie de dire que si à 12-13 ans, quelqu'un est capable de lire Game of Thrones, tu peux très bien lire ça aussi. Mais après ça dépend de la pédagogie, je veux dire. Est-ce que tu le recommanderais à des enfants de, mettons, 12-13 ans? Je dirais que rendu là, c'est chaque parent décide, mais c'est pas nécessairement un livre que pour un enfant de 12 ans puis de 13 ans pourrait être facile à lire si, mettons, il y a le même souci que moi avec les personnages. Mais si t'as pas ce problème-là, c'est une enquête policière dans un univers de renaissance italienne. Fait que tu sais, que demander? Que demander de mieux? En fait, je dis policière, mais tu sais, techniquement, c'est anachronique de dire ça dans une époque de renaissance italienne policière, mais bon, voilà. Bref, il y a une enquête. Puis moi, j'étais comme crime, j'aurais eu le goût de jouer cette campagne de JDR-là. Fait que bref, super bon. Super intéressant. Sinon, ben, tu sais, elle fait partie de la classe sociale des patriciens, donc c'est un peu la noblesse, si on peut le dire ainsi. Puis, dans le fond, grosso modo, le contexte de sa famille, c'est que son père, en fait, il se fait vieux. Il veut juste, avant de mourir, s'assurer que sa fille ait un bon héritage, que sa fille soit bien placée avec un bon mari. Mais il aimerait ça que son fils cadet accepte l'héritage à la place et tout le kit. Puis, il y a beaucoup de réflexions de coudon. Pourquoi ce choix de mari-là? Y a-tu quelqu'un qui l'influence? Y a-tu quelqu'un ci, puis quelqu'un ça? Puis, c'est quoi les intérêts de tout le monde? T'es tout le temps en train de te demander, y a-tu un complot, genre politique, qui s'adresse, qui est en train d'être contre moi? Fait que t'as comme elle qui veut découvrir ce qui est arrivé à son frère, puis qu'en même temps, elle veut gérer l'espèce de complot politique dont elle a l'impression d'être victime.
Donc, c'est comme deux histoires qui se déroulent en parallèle dans la vie d'un même personnage, si on peut le dire ainsi. Fait que c'est intéressant, ça rajoute beaucoup de choses, parce que si ça avait été juste l'enquête policière, il n'y aurait pas eu assez de matériel, puis si ça avait été juste le côté politique, ça aurait peut-être... Ben, soit il n'y aurait pas eu assez de matériel, ou il aurait fallu le développer encore plus, puis il aurait fallu que ce soit hyper complexe. Puis qu'à ce moment-là, j'aurais dit, peut-être plus accessible aux adultes. Mais c'est une campagne de JDR qui a inspiré ça. Le but, c'est de s'amuser. Fait que je trouve que d'avoir ces deux intrigues-là ensemble fait en sorte que ça complète bien. Puis le livre se lit quand même bien, je veux dire, il est pas écrit super gros, on va se le dire, mais il y a des belles illustrations. Essayez d'en trouver une de début de chapitre. Là. Ah oui, c'est vrai, tous les débuts de chapitre ont des petites images en arrière-plan d'elle comme ça. Donc, fait intéressant. On utilise des termes comme signora. Donc, tout ça, le roman fait environ quoi... Ah, c'est vrai, puis il y a une liste des anges aussi. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de comprendre la religion, là, vous les avez toutes ici. Fait que, ils sont nommés. Fait que vous dites, ok, lui il réfère à ci, lui il réfère à ça, puis blablabla. Attends, tout est correct. Tout est correct. Fait que vous avez tout ce qu'il faut ici. Fait que, très apprécié. Fait que, lisez-le. Commandez-le sur Amazon, c'est le seul moyen de l'avoir au Québec. À ma connaissance. Peut-être qu'il va apparaître dans une librairie au Québec un jour, qui sait. Ce serait le fun. Mais je pense que pour que ce soit possible, il faudrait que les ventes soient quand même élevées. Donc, j'ai aucune idée j'ai aucune idée si c'est beaucoup vendu. Mais je sais que quand Links the Sun en a parlé sur sa chaîne, ça a fait un gros boost de vente. En tout cas, moi, de ce que j'avais compris, c'est que quand Links the Sun le review avant qu'il sorte, parce que lui, il l'a eu en avance, puis il a fait, je pense, de la bêta lecture, ou je sais pas trop. Je sais pas si c'était de la bêta lecture ou juste de la lecture en avance. Je suis pas sûr, puis ça fait longtemps, là. Ben, moi, je me souviens que ça avait donné un gros boost, puis c'est de même que j'avais connu l'autrice, puis que je l'avais contacté, je dis « Hey, ton livre m'intéresse, mais je suis au Québec, ça va être possible? » Finalement, ben, ça a été possible grâce à un cadeau offert par des viewers. Fait que, bref, si vous avez envie de vous tourner là-dessus, allez-y. Elle m'a dit que son prochain projet se passait dans un autre pays que, d'après moi, les fans d'histoire devraient beaucoup aimer. Je vais pas révéler lequel parce que je suis pas certain d'avoir le droit de le dire, ni si c'était une info confidentielle ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, je veux pas spoiler tous ces projets. Mais tout ce que je sais, c'est que le pays qui a été choisi, c'est un pays qui est généralement aimé par les fans d'histoire. Je vais vous laisser le découvrir par vous-même à ce moment-là, puis être attentif à tout ça. Fait que... Bref, on y va maintenant. Fait qu'on passe avec mon dernier livre pour ce soir, qui est La Marée basse aux îles. Donc, Marée basse aux îles, c'est une romance qui a été écrite par ma collègue de travail, Andréane Dufour. Donc, Andréane, qui est déjà venue sur ma chaîne pour parler de sa saga Amour, suppléance et autres catastrophes, qui est plus de la chick-lit qui se passe dans un univers de prof. Donc, on suit deux histoires en parallèle. Donc, Marie-Louise, qui vit sa vie d'enseignante et qui lui arrive toutes sortes de choses, puis des affaires que je vous garantis que c'est très réaliste. Genre, on se dit, ça peut pas arriver dans une classe. Oui, tout se peut. Tout. Non, mais non, c'est impossible. Non, je vous jure que tout se peut. Donc voilà. Puis, en même temps, elle vit sa vie amoureuse avec son conjoint Mathieu. Donc sur 3 histoires, 3 romans. Puis La Marée basse aux îles, c'est un one-shot, tout simplement. C'est une romance, en fait, qui parle de l'histoire de Sammy Roberge, une jeune femme qui a été refusée à... Je vais continuer après, donc je vais répondre à ta question, Dionys. Tout se peut, des exemples. Genre, par exemple, que tu es une enseignante, que tu vas en sortie en vélo avec des élèves alors que tu es une suppléante, mais que tu connais pas les élèves, puis que c'est fucking dangereux parce que tu pourrais les perdre parce que tu les connais pas, justement. C'est ce genre de choses-là. Tu te dis comment est-ce que quelqu'un a pu penser ça au niveau administratif, que c'était une bonne idée d'envoyer une suppléante qui vient même pas de l'école surveiller des élèves pendant une sortie en vélo? Voilà. C'est ce genre de choses-là. Ou la directrice qui fait la tournée de toutes les classes de ton école pour te présenter à toutes les classes, puis tu dis bonjour aux élèves, bonjour aux collègues, mais que c'est juste la tournée du malaise. Puis ça, c'est du vécu pour de vrai de Andréane. Elle me l'a confirmé. Elle a dit oui, je l'ai vécu. Une de mes débuts de carrière, j'ai eu droit à la tournée du malaise. J'ai dit fuck off, 10 ans de thérapie, j'aurais fondu si j'avais eu à faire ça, là. Genre, tu déranges le cours, puis tu dis bonjour, salut, je me présente, je suis votre nouvelle collègue. Toutes les classes de l'école. Toute la gang, la tournée du malaise. Avec ce genre d'affaires-là. Bref, Marée basse aux îles. Donc, rien ne pourrait aller plus mal pour Sammy Roberge. Établie à Montréal, la valeureuse étudiante vient non seulement de se faire plaquer par son copain au moment même où il devait partir en voyage pour l'Europe, mais elle a aussi été refusée au doctorat, ce qui freine du même coup ses aspirations professionnelles. En pleine remise en question et traînant sa peine, elle accepte l'invitation de sa tante Mado à passer l'été aux îles de la Madeleine, où cette dernière tient un casse-croûte. Là-bas, elle rencontre Thomas, qui travaille à la cantine. Le jeune homme est de retour d'exil, et sa réapparition aussi mystérieuse qu'inattendue ne passe pas inaperçue auprès des insulaires.
Thomas s'avère un collègue impatient et bourru et leur relation commence plutôt mal. Mais rapidement, Sammy sent qu'elle cache quelque chose et elle est bien décidée à percer sa carapace tout en essayant de se relever elle-même de ses propres épreuves. Le séjour de Sammy en ces îles féeriques lui permettra-t-il de traverser la tempête et de retrouver son chemin une fois la marée retirée? Donc, grosso modo, c'est une histoire de romance. C'est quand même très... C'est une romance très classique, genre une romance aux îles de la Madeleine, tu rencontres quelqu'un, on est vraiment dans le trope du de enemies to lover. Les deux sont pas capables de se sentir, ils s'aiment pas, puis finalement, les deux tombent sous le charme l'un de l'autre, puis on découvre pourquoi est-ce que, tu sais, il se passe de quoi. Pourquoi est-ce qu'il part à chaque jour pendant 2 heures pendant la journée, puis qu'il revient après. Pourquoi il a droit à une longue pause dans ses chiffres. On ne sait pas trop pourquoi, elle veut le savoir. Fait que bref. Fait que, plutôt un fait intéressant. Fait que, ressenti. J'aime beaucoup le passage concernant les stories durant le party sur la plage. La réalité est qu'on a tous déjà pensé à se venger comme ça d'un ou d'une ex qui nous a fait du mal. Le fait que ça a été fait sous alcool, qui fait tomber les filtres, est ultra réaliste. Dans le fond, je vous explique. C'est que Sammy, dans le fond, elle s'est fait tromper par son chum. On le sait au début du livre, là. Elle s'est fait tromper. Puis elle est vraiment en tabarnak parce que finalement, ben, il y a une relation... il y avait une relation extra-conjugale avec une autre personne. Puis, elle est fâchée. Puis, à un moment donné, elle saoule un soir. Puis, elle décide de se prendre en photo en story avec Thomas, justement. Puis, de s'en servir un petit peu pour rendre jaloux son ex, si on peut le dire ainsi, pour le faire réagir ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, moi, ce que je me disais, c'est... Dans le fond, tout le monde s'est dit « Hey, ça serait drôle si on faisait ça. » Mais quand on est en état normal, pas en état d'ivresse, on se dit « Ben non, ça n'a pas d'allure, c'est cave, etc. » Mais quand t'es sous, on dirait que tous les fils tombent. Puis, ça se peut que tu fasses une connerie comme ça. Alors, hey, je pourrais faire telle affaire. On a tous déjà eu des petits moments d'immaturité émotionnelle comme ça, ok? Faut pas se leurrer ou quoi que ce soit, là. J'en ai déjà eu, puis quelqu'un qui me dit qu'il n'a jamais eu, j'y crois pas un instant. Fait que moi, je trouve ça bien que ce soit illustré comme ça dans le roman, puis qu'en plus, vu que ça se passe sous effet d'alcool, ça le justifie, puis ça fait en sorte, en fait, qu'au lieu de présenter Sammy comme une personne qui est immature en elle-même, on la présente comme une personne qui est brisée, puis qui a essayé de se retenir, mais que l'alcool a fait tomber ses filtres. Fait que, ça, c'est quand même vraiment intéressant. Que voilà. Puis sinon, il y a aussi la question de l'inégalité dans l'amour qui est très très posée. Parce que Sammy, elle se demande tout le temps pourquoi est-ce que son ex voulait cacher leur relation, mais affiche la nouvelle. Il voulait jamais qu'on prenne de photos ensemble, mais lui s'affiche avec elle, puis blablabla. Tu sais, toutes ces espèces de questions-là. Pourquoi moi, puis elle, puis pourquoi est-ce que moi j'ai un traitement inégal, puis pas elle. Tu sais, tout le temps de même. Pourquoi il est de même avec elle, mais il était pas comme ça avec moi, il m'aimait-tu pour de vrai, etc. Toute cette espèce de questionnement puis d'ambivalence-là qui se produit dans l'esprit des personnes qui vivent ce genre d'histoire-là, c'est déjà arrivé, puis c'est rendu avec beaucoup de réalisme. Fait que ça fonctionne. Puis il y a d'autres scènes aussi que je trouve qui étaient rendues avec réalisme. Je vais vous décrire la scène du baiser. La scène du baiser avec Henri. Parce qu'à un moment donné, elle va une date avec un gars qui s'appelle Henri, mais tu sais, ça clique pas du tout, mais... Elle lui dit « Je pense qu'il faudrait que je rentre, je travaille demain et j'ai froid. » Et Henri de répondre « Veux-tu qu'on se colle un peu? » Si je veux qu'on se colle, je réponds à sa question un peu plus promptement que je ne le voudrais. Comme s'il m'avait demandé mon avis sur la dernière réforme en santé au Québec et son impact sur les services en santé mentale sur les populations vulnérables. T'es pas obligé, je demandais comme ça. Ben non, je veux bien qu'on se colle. Ma réaction rend tout cela très malaisant. Je comprends qu'il a voulu s'assurer que je suis bien, mais qu'il m'ait posé la question a justement eu l'effet inverse. Ça m'a rendu super mal à l'aise. Nous nous rapprochons l'un de l'autre dans un mouvement qui est tout sauf naturel. Je mets ma tête sur son épaule, je la relève presque tout de suite. Je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui cloche avec moi? Ne pourrais-je pas tout simplement profiter du moment, me coller sur son épaule, dans le froid, ne m'engage à rien? Ce n'est pas une demande en mariage quand même. Je mets mon bras autour de ses épaules pour l'approcher de moi sous ma couverture. Allez Sammy, profite du moment. Ça aussi, ça me paraît bizarre. Je retire mon bras. Henri voit probablement une invitation à aller plus loin. Étant aussi grand que moi, ou à peine plus, nos yeux sont tout à fait face à face quand je relève le visage vers lui. Juste vous dire, ils sont installés sur une couverte sur une plage. Tout à fait face à face. Quand je relève le visage vers lui, ne sachant plus où regarder ou quoi faire de mon corps, je ne me suis pas retrouvé si près d'un homme depuis Étienne. En fait, c'est faux. Il y a bien eu cette scène avec Thomas dans le congélateur, et il me semble que je savais exactement ce que j'avais envie de faire avec mon corps à ce moment-là. Pas comme présentement avec Henri. Il prend mon visage et l'approche du sien. Il n'est pas brusque, il semble vouloir s'assurer que c'est bien ce dont j'ai envie. Si je le voulais, je pourrais me retirer et partir. En même temps, j'ai quand même envie de voir si je ne pourrais pas y trouver mon compte. C'est ce que je ne sais plus ce que je veux. Ce baiser m'aidera peut-être à mieux comprendre. Lorsque ses lèvres touchent les miennes, je ne sais pas trop ce que je ressens. Mon esprit s'égare et j'imagine Thomas à sa place. Je suis la première surprise par cet écart de mon esprit. Pauvre Henri, s'il savait que je le French en m'imaginant quelqu'un d'autre. Étienne s'immisce aussi dans mon esprit.
Il y a trop de monde dans ma tête à la fois. Alors, je devrais me concentrer sur Henri. Je pense pas être en train de donner la performance de ma vie. Je suis pas dans ma Frenchera, je pense. La dernière fois que j'ai embrassé quelqu'un, c'était Étienne. Je peux difficilement l'oublier. On dirait que ça fait des mois, même si c'était à la fin avril, il y a quelques semaines à peine. Il m'attendait dans le salon de notre appartement. Je suis arrivé de l'université. Je venais de finir ma session le cœur lourd parce que je savais depuis quelques jours que j'avais pas été accepté au doctorat. Étienne n'en savait rien. Je n'arrivais pas à lui dire. Notre voyage en Europe devait célébrer la fin de mon bac et le début de la prochaine étape. Je ne pouvais pas lui dire. Ça aurait ruiné le voyage. J'allais attendre notre retour, prétexter que j'avais mal compris le premier courriel, qu'il y avait eu une erreur. Je ne sais pas quel était mon plan, mais il ne l'apprendrait que dans 2 mois. Je l'ai embrassé pour le saluer, mais il a tourné la tête rapidement. Notre dernier baiser a duré moins d'1 seconde. Il était froid, glacial, presque. Il m'a repoussé doucement quand même, mais il m'a fait sentir que je n'étais plus la bienvenue dans son espace, ni maintenant, ni jamais. Il m'a regardé et m'a invité à s'asseoir. Ensuite, il a déballé son sac. Il m'a parlé d'Amandine. Il m'a dit qu'il allait passer la soirée chez elle et qu'il s'attendait à ce que je sois parti dès le lendemain, que c'était chez lui après tout, qu'il comprenait ma peine, mais qu'il ne pouvait plus me cacher son histoire avec Amandine. Et j'ai insisté, je voulais lui parler, lui poser des questions, comprendre. Il a refusé. Pour lui, ça ne changerait rien. Pour moi, je ne sais plus. Mais il me semble que ça m'aurait aidé. Notre scène de rupture a duré quelques minutes. Il a ensuite quitté l'appartement. Je me suis d'abord effondré pendant une petite heure. Je n'ai même pas pleuré. Je me suis juste assise par terre et j'ai regardé dans le vide en espérant avoir mal compris la situation. Comme il n'est pas revenu en m'annonçant un prank fait pour ses abonnés sur les réseaux sociaux pour m'annoncer qu'il s'agissait d'une blague, j'ai empaqueté mes affaires. Ce n'était pas si long. J'habitais là, mais pas vraiment. Il n'y avait que mes vêtements et mes livres. 2-3 babioles, pas de frigo, de commode à déménager, tout rentré dans quelques boîtes Amazon qui traînaient dans l'appartement. Réaliser que 3 ans de ma vie entraient dans 3 cartons a été tout un choc. Je me suis rendu compte à quel point j'avais cru cette relation plus forte que ce qu'elle était réellement. Je ne vivais même pas là pour de vrai et il ne voulait pas que j'y habite. J'ai eu envie de mettre le feu à ces 3 cartons, à l'appartement et à Étienne. Mais j'ai plutôt appelé un Uber et je suis rentré chez mes parents. J'ai l'esprit ailleurs. Embrasser Henri ne devrait pas me ramener à ce moment-là. Tout est dit là-dedans. Est-ce que vous réalisez que tout ce que je viens de vous lire, ce n'était que des pensées qui s'immisçaient dans son esprit alors qu'elle était en train d'embrasser un gars? Je veux dire, je suis désolé, mais combien de femmes, ou d'hommes même, peuvent avoir vécu des situations qui ressemblent à ça? T'es avec quelqu'un en date, tu l'embrasses parce que tu veux voir, que t'es curieuse, puis tu sais pas si elle va cliquer, puis t'essaies de te faire croire que ça pourrait marcher pour essayer de te détacher de quelqu'un que t'aimes encore, mais au final, cette personne-là est tellement présente dans ton esprit que tu penses à elle quand t'embrasses la personne. Fait que tu sais, je veux dire... Fait que, salut Mimi, j'espère que tu vas bien. Et que... Toutes les hésitations et les ambivalences sont extrêmement bien écrites. Andréane est tellement bonne quand il s'agit de ça. Et ça. Puis la scène de découverte de l'infidélité d'Étienne est absolument incroyable. Je veux dire, au sens que, tu sais, apprends que t'es infidèle, mais découvre depuis combien de temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'en vient après, tout ça. Et ça. Fait que, on se rend compte qu'en fait, elle est fâchée de se faire niaiser. Fâchée aussi, puis jalouse du futur qu'elle va avoir, même si elle déteste Étienne. Fait encore un cocktail d'émotions ambivalentes. La jalousie, la frustration, la haine, tu sais, tout ça. Genre, tu détestes Étienne, mais t'aurais aimé avoir le futur qui venait avec lui, mais tu veux pas avec lui, mais tu voudrais avec lui parce que ça représente le futur, puis là, tu sais, ça finit plus. C'est ça. Ah, puis sinon, le petit passage féministe du livre que j'apprécie particulièrement concernant l'allaitement des femmes. Lydia la Goat avec la scène de l'allaitement. Merci Andréane de ce message à caractère féministe qui rappelle que l'allaitement c'est naturel. Parce qu'elle se fait bâcher par quelqu'un. Ah, mais on devrait pas voir ça en public. Quelqu'un qui allaite. Hey, tabarnak. Toutes les mères ont besoin d'allaiter un enfant, là. À cette fille, là. Enlève-toi les doigts du cul, là. Je veux dire, non, mais sérieux, là. Maintenant, il faut se le dire, là. Je veux dire, une femme qui allaite, là, elle aurait pas d'affaire à se cacher pour ça, là. Puis, ici, on a encore deux histoires en parallèle qui se déroulent. On a évidemment le développement de l'histoire d'amour puis la reconstruction de Samy en termes de romance. Mais l'autre histoire qui se passe, c'est que le casse-croûte s'appelle Chez Mado, ok? Comme la tante Mado. Mais, est-ce que vous saviez qu'il existe aussi un bar qui s'appelle Chez Mado, qui est un club de drag queen? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? À un moment donné, il y a 2 drag queens qui se pointent aux îles de la Madeleine puis qui découvrent qu'il y a une place qui s'appelle Chez Mado, un casse-croûte, puis ils se disent « Hey! Crime, amusons-nous, pis là, c'est là que j'ai fait mes 18 ans, ben voilà, fait que c'est ça. Fait que, il y a un casse-croûte chez Mado, pis ils se disent, hey, bonne idée, gang, on va faire un documentaire sur place chez Mado, puis on va organiser un spectacle de drag queen chez Mado aux îles de la Madeleine. Fait que la tante Mado est full contente, elle embarque là-dedans, fait que t'as aussi toute l'organisation de l'événement, puis les personnages des drag queens qui sont là-dedans, qui sont crissement démystifiés. Au sens que, il y a des bouts où tu te dis, ok, c'est des caricatures, c'est des drag queens, hey, on va se rappeler quelque chose. C'est normal que ce soit caricatural sur les bars, parce que les drag queens, ce sont des personnages. C'est des costumes.
Je veux dire, il y a des bouts où on les voit pas de costume, il y a des bouts où on les lit avec un costume, puis on alterne entre le personnage puis la réalité, puis comment ils sont pour de vrai. Les dépanneurs Nado, ok? Là, c'est Mado, pas Nado, mais ouais, je comprends. Fait que, voilà. Et que tout ça, c'est vraiment très 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 intéressant, puis ça permet en fait de donner une image différente de la communauté des drag queens qui est très peu connue. Puis clairement, je sens qu'il y a des petites insertions par rapport à l'histoire de peut-être Barbada, puis les histoires de lecture dans les écoles, vu que tout le monde faisait un scandale, c'est drag queen. D'après moi, quand elle a écrit Marée Basse aux îles, elle s'est dit oh ouais, let's go, on va inclure ça en parallèle, on va l'appeler chez Mado, puis voilà. J'ai une tante Mado dans la famille éloignée. Madeleine, j'imagine que. C'est ça, j'imagine que c'est Madeleine. Et voilà. Puis sinon, puis ça faut que j'en parle. Ça spoil pas nécessairement. Ça spoil pas nécessairement quelque chose de vraiment important. Parce que c'est pas un spoil en fait. C'est juste que tu comprends qu'est-ce qui fait en sorte. C'est quoi la carapace de Mathieu. De Thomas, pardon. Mathieu, c'est dans ses autres romans. Donc, pourquoi est-ce que Thomas a droit à des pauses à tous les jours? Eh bien, puis pourquoi est-ce qu'il est revenu aux îles puis que personne ne sait pourquoi puis qu'il joue à la carapace mystérieuse? Eh bien, c'est parce que il est devenu aidant naturel pour quelqu'un. Puis, il va l'aider dans son quotidien, mais la personne ne veut pas que ça se sache. C'est pour ça que lui, il le cache puis qu'il n'en parle pas à personne. Puis, en toute sincérité, ça c'est la troisième partie un peu, Andréane a très bien compris c'était quoi être un aidant naturel. Genre vraiment, elle l'a tellement bien rendu, puis je sais de quoi je parle, j'en étais un. Je sais exactement tout ce que ça implique, puis j'y ai dit, tiens Andréane, t'as vraiment compris cette réalité-là. T'as tout compris la réalité, tu l'as bien expliqué. Puis elle a expliqué que c'était basé en fait sur le décès de sa propre mère, puis des derniers instants de sa mère, qu'elle a décidé d'intégrer ça dans son histoire. Fait que tout le côté aidant naturel vient rajouter à l'histoire. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, mais vraiment beaucoup. Fait que lui aussi, je lui ai mis un 5 étoiles. J'ai vraiment... Je m'attendais pas à trouver mon compte de cette façon-là. Tu sais, je savais qu'il n'y aurait rien à voir avec l'enseignement dans cette histoire-là. Mais j'étais comme, ok, il y a une romance ou quoi que ce soit. Si c'est juste une romance, ça vaut-tu quelque chose? Mais là, non. L'histoire en parallèle avec les drag queens qui démystifient une communauté. Le fait qu'il y ait l'intégration de quelqu'un qui est aidant naturel dans l'histoire. Moi, je suis comme, ok, wow, c'est... Il y a du développement, il y a quelque chose. Puis le pire dans tout ça, c'est que tout ce que je viens de vous dire, ça rentre sur genre 350 pages, là. C'est pas si long que ça. Puis tu sais, si on regarde la grosseur de l'écriture, c'est écrit gros de même, là. Pas si pire que ça. Fait que tu sais, je vous dirais très très bonne réussite. Puis pour vrai, si vous aimez les romances, puis que c'est pas juste des histoires à l'eau de rose, ou que c'est full les grosses émotions puis le gros romantisme, là, tu sais, il y en a des affaires. Puis juste vous dire qu'il y a littéralement et métaphoriquement un coup de foudre. Genre, j'ai trouvé que c'était plutôt brillant comme utilisation. Je suis comme, j'ai vu la métaphore. Le coup de foudre. Voilà. Évidemment, vous avez peut-être une idée de ce que ça implique, mais le contexte autour duquel ça se passe, ça, vous le savez pas. Fait que si vous avez envie de lire, vous allez faire voilà. C'est ça. Fait que c'est des très très bonnes idées. Fait que, mais c'est un trope enemy to lover. Donc, carrément. Fait que voilà, c'est ça, c'est à peu près ça pour c'est à peu près ce que j'avais à dire pour celui-là. C'était très court parce que tu sais, veux pas, tu sais, c'est une romance, ça se lit vite, puis tu sais, l'histoire tourne autour de l'amour que Samy a, sa reconstruction en tant que personne. Puis est-ce que c'est un livre qui est féministe? Ben l'autrice, elle est clairement féministe, je veux dire, on se parle souvent, je veux dire, je travaille à la même école qu'elle, puis elle me dit qu'elle essaye tout le temps de l'intégrer. Je vous dirais que dans celui-là, c'est peut-être un petit peu plus limité à certains moments que dans Amour, suppléance et autres catastrophes, mais c'est quand même présent puis on le sent. Puis je crois que à la place, elle a voulu se concentrer sur d'autres aspects du féminisme dont on parle très peu. D'abord, le féminisme intersectionnel au sens que, tu sais, reconnaître les drag queens à leur juste valeur, puis comprendre que, tu sais, hey, tu sais, pas juste les femmes blanches, mais tout le monde de la communauté, mais aussi reconnaître que un homme devrait être capable de percer ses émotions. Que l'amour peut permettre à des hommes de briser leur carapace. T'sais, je veux dire, au départ, Thomas, il est profondément exécrable et désagréable. Mais plus tu perces sa carapace, plus tu vois qui est en ce moment. Puis je pense que le message qui est donné là-dedans, c'est que, ben oui, un homme peut aussi être émotif. Puis il faut que ce soit encouragé. Pas que ce soit risible aux yeux des gens. Fait que bref, moi j'ai bien apprécié. Fait que clairement, on est parti loin entre Pierre Benoît et son Atlantide, qui considère les femmes comme des objets et des sorcières, versus tout ce qui a été abordé. Agression sexuelle, violence envers le corps des femmes ou quoi que ce soit.
force, briser les stéréotypes de genre, être en dehors de la pression sociale. Bref, on a fait un grand tour d'horizon, je trouve, avec tout ça. Puis, clairement, on va continuer d'en faire un tour parce qu'il y a d'autres livres que je vais lire le mois prochain. En fait, puis justement, je vais vous les présenter là. Les livres, en fait, la thématique du mois prochain, c'est je finis les livres que j'ai achetés au Salon du Livre de l'an dernier, parce que sinon, j'ai pas le droit de commencer ceux que j'ai achetés cette année. Fait que, premier livre que j'ai déjà lu, c'est Le jour où j'ai arrêté d'être sage de Julie Gillet. Julie Gillet, qui est une autrice belge qui est installée au Canada depuis quelques années, puis qui était la directrice du regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est une compilation de beaucoup de réflexions puis de textes. Elle m'a même signé un autographe, hein, Salon du Livre, donc voilà, merci. Donc, ça va faire partie des livres que... C'est le livre que j'ai déjà lu, en fait, puis que j'ai déjà review. Évidemment, je lui ai mis un... Je vous le dis tout de suite, je lui ai mis un 5 étoiles. Sinon, le livre que je vous disais tantôt, que je lisais, puis qui était profondément choquant, dégueulasse, puis qui parle aussi d'agression sexuelle, L'inceste en héritage, donc l'histoire d'une femme qui a vécu l'inceste dans sa famille et les agressions sexuelles qui viennent avec. Puis je vous garantis que ce livre-là est tellement trash qu'il y a 200 maisons d'édition qui l'ont refusé avant qu'il puisse être publié. Donc voilà. C'est à peu près ça, c'est sur lui-là que je suis en train de lire. Ensuite, un petit livre politique ici écrit par Alain Lavigne, Jacques Parizeau, Oui au marketing d'un pays. Donc c'est un petit livre avec beaucoup d'illustrations dans lesquelles on parle en fait du marketing autour de la souveraineté à l'époque de Parizeau. Donc intéressant, c'est de l'histoire politique, quelque chose qui me plaît bien. Sinon, on a ici quelque chose encore une fois qui va être politique, mais plus précis. Donc, le conseiller principal, 20 ans de politique municipale au Saguenay. Donc, c'est Justin Harvey qui était le chef de cabinet et le conseiller principal de Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay. Donc, voilà. C'est un livre qu'il a écrit. Donc, on va faire un petit tour de la politique saguenayenne, précisément. Et sinon, une dystopie ici de Ellie Hanson, donc qui se passe à Détroit en 2055, qui s'appelle Transfuge. Donc, c'est une histoire, en fait, où est-ce que l'Église catholique contrôle les États-Unis, les gens deviennent asservis. Bref, c'est une dystopie. J'ai hâte de voir ce qu'il y en est, parce que les gens veulent venir au Canada, à la place. Et sinon, on a ici une histoire, de ce que j'ai compris, thriller policier. Donc, La seconde maison, qui est une histoire de disparition. Donc, ça fait le tour, en fait, de ce que je n'avais pas lu depuis l'an dernier. Et ça va être parfait pour le mois de juin. Puis quand on va revenir après ça, parce que moi... Je vais faire la review de ces livres-là au mois de juin, en début juin. Puis après ça, rien pendant l'été jusqu'au début du mois d'août, où là, je vais vous faire la review des livres que j'ai lus sur 2 mois de temps. Puis je vous promets que durant l'été, je vais lire ce gros morceau-là. Non mais regardez-moi le mastodonte, ok? Regardez la grosseur. Regardez ma main, sérieux. Regardez-moi le mastodonte. Fait que les mémoires de Brian Mulroney. Ça va être ça va être à lire, tout à fait. Puis sinon, je vais lire les 3 livres de La Cité de Sang, puis les 3 livres que Audrey-Anne m'a suggérés également. Fait que les 3 livres que Audrey-Anne m'a suggérés également. Puis sur 2 mois, je vais après ça me préparer pour la lecture de tous les livres d'horreur, ok? Parce que je vais lire des livres d'horreur pour le temps d'Halloween, puis après ça, en novembre, je vais en faire les reviews. My God, c'est un dictionnaire, oui. On va peut-être lire La Cité de Sang en même temps. Ouais, assurément. Puis, la collection de livres que tu m'as acheté, Shani, je me mets ça à lire l'année prochaine. C'est ça. Je me mets ça à lire pour l'année prochaine. Je sais pas quand, mais je me mets ça à lire assurément. Parce que vu que tu m'as acheté, je sais que tu as hâte de m'entendre sur le sujet puis de voir si j'ai aimé ça. Fait que je vais essayer de pas faire traîner ça. Puis, je vais essayer aussi de... C'est ça, je devrais finir mon livre d'ici cette année. Ok, bon, c'est bon. Donc voilà, c'est à peu près ça. Puis après ça, je vais aussi essayer d'inclure peut-être des livres que mon ami Andrew m'a passé parce qu'il m'en reste 2 à lire, mais c'est des bonnes grosses briques. Je vais essayer de les intégrer à quelque part, donc on verra. Puis des livres d'horreur, il m'en reste en masse à lire. Je vais pouvoir regarder ça. Il m'en reste, c'est ça, il m'en reste quelques-uns. Fait que bref. Sur ça, je vais mettre fin à l'enregistrement YouTube. Puis je vais vous souhaiter à tous une belle fin de soirée. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas qu'on se voit lundi la semaine prochaine. On va parler de cinéma d'horreur, mais de représentation des femmes dans le cinéma d'horreur avec Amy et Maman Joue. Ensuite, l'autre semaine d'après, Poetry Panacée et Clara, etc. vont être présentes sur mon live Twitch. Puis on va discuter de féminisme en politique et dans le quotidien. Ensuite, l'autre semaine encore après, on va en parler encore une fois de féminisme, mais cette fois-ci dans l'univers du jeu vidéo puis dans le monde du streaming avec des streameuses qui sont invités. Il va en avoir 3. Donc, tout est déjà préparé. Ils ont toutes eu les questions pour se préparer à ça. Fait que 19h la semaine prochaine, le 12 mai précisément, on va se parler de cinéma d'horreur et de représentation des femmes. Fait que, bref, à bientôt. Salut!